Tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat d'orientation et de programmation des finances publiques. Le débat d'orientation et de programmation des finances publiques marque véritablement cette année l'ouverture de la discussion budgétaire. Ce débat, que prévoit la loi organique relative aux lois de finances, a été demandé par le président de la Commission des finances. Il a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 8 octobre à l'unanimité des membres de la conférence des présidents. Cette unanimité ne doit rien au hasard. En matière budgétaire, le Parlement est au cœur de ses missions. De plus, nous avons tous conscience qu'en ce début de législature, débattre de la trajectoire de nos finances publiques n'a jamais été aussi important. Les questions qui se posent sont nombreuses et les Français, à travers leurs élus, ont besoin de réponses. Je vous rappelle néanmoins que ce débat n'est pas censé être hors sol. Il ne s'agit pas uniquement d'échanger de bonnes paroles, il porte sur le plan budgétaire et structurel à moyen terme que le gouvernement doit adresser aux institutions de l'Union européenne avant la fin du mois. La date de ce débat est connue depuis 2 semaines. Le plan devait nous être communiqué le 15 octobre au plus tard. Il ne l'a pas été. Il a fallu que je m'implique personnellement vendredi pour que ce débat soit maintenu et que les documents nécessaires à sa bonne tenue nous soient transmis. Nous avons finalement reçu hier un projet de plan. Je vous remercie, Monsieur les ministres, pour cette transmission qui va permettre à l'Assemblée de débattre aujourd'hui des enjeux essentiels que sont les perspectives de rétablissement de nos finances publiques et la programmation de nos investissements prioritaires. Il n'en demeure pas moins que la communication aussi tardive, un dimanche à la veille du débat d'un document provisoire, n'est pas satisfaisante. Et cela commence à faire beaucoup. Nous avons déjà eu ce problème avec un rapport sur la dette qui nous a été transmis que le vendredi 12 octobre pour un débat prévu le 15. Et là encore, il avait fallu insister. Et donc je demande au gouvernement de veiller à ce que les droits du Parlement soient davantage respectés. La démocratie est un bien précieux et j'invite chacun à ne pas la fragiliser. Ça m'arrive. Mais toujours souriante et je dis les choses, mais le gouvernement le sait. J'ai eu un échange avec Monsieur le ministre hier soir à ce sujet et c'est toujours important de pouvoir chacun dans son rôle défendre notre démocratie. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, et comme vous venez de le dire, Madame la Présidente, j'ai l'honneur d'ouvrir au nom du gouvernement le débat sur les orientations économiques et financières de notre pays pour le prochain budget. C'est la suite du dialogue que nous avons engagé avec vous, Mesdames et Messieurs les députés. 3 jours après notre nomination avec Laurent Saint-Martin, nous étions devant vous en commission des finances. Quelques jours plus tard, je vous ai présenté dans des conditions contraintes, dont nous avons tous conscience, dont nous partageons collectivement les difficultés, les évolutions de notre dette. Un mot de contexte, Mesdames et Messieurs, pour entamer ce débat et pour souligner à nouveau que dans le contexte mondial, dans un contexte de sortie de crise au pluriel, et ce, malgré l'instabilité ambiante, la France résiste. Après une succession de chocs, de l'apparition du Covid à l'invasion de l'Ukraine, l'activité mondiale voit aujourd'hui l'effet des crises se dissiper, quoique très progressivement. Je le rappelle, la croissance mondiale devrait s'élever à 3,2% en 2024, 3,4% en 2025, notamment sous l'effet de l'assouplissement monétaire enclenché par les banques centrales américaines et européennes ces derniers mois, ainsi que par le ralentissement de l'inflation. Malgré cette normalisation, force est de constater que les disparités demeurent, à commencer par la zone euro. La croissance de la zone euro sera modérée en 2024, 0,8% en 2024, donc plus franche en 2025, notamment, je le souligne ici, grâce à la baisse de l'inflation, aux politiques conjuguées de baisse de l'inflation dans l'ensemble des pays de la zone euro et au dynamisme du commerce extérieur, en particulier des exportations françaises, j'y reviendrai.
La croissance américaine restera dynamique et si la croissance des économies émergentes ralentit par rapport aux prévisions, force est de constater que leur rythme de croissance, la compétition mondiale à laquelle ces puissances se livrent, font peser un risque majeur sur notre continent, notamment en matière industrielle, et que cela appelle notamment au niveau européen, à la fois un agenda d'investissement et un agenda de compétitivité dans une Europe dont la simplification réglementaire doit être menée avec beaucoup plus d'énergie qu'auparavant. Dans ce contexte contrarié, notons que les perspectives économiques de la France demeurent bien orientées. Je le souligne ici, au deuxième trimestre 2024, notre acquis de croissance était de 0,9%. Nous prévoyons que cette croissance s'élève au total pour l'année 2024 à 1,1%. C'est ce même niveau, 1,1% de croissance, que nous estimons pour 2025, avec une composition qui devrait évoluer, et c'est important de le souligner, la baisse de l'inflation, les taux d'intérêt, et donc une augmentation de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises, avec un retour à un meilleur niveau des marges des entreprises non financières, et de l'investissement global. Le pouvoir d'achat aussi macroéconomiquement devrait augmenter en 2024. Les estimations font état de 2%, ce qui nous permet d'estimer une hausse de la consommation que nous avons transmise dans le plan structurel de moyen terme de 1,3% en 2025, avec, durant cette même année, une création nette de 100 000 emplois. Et je le disais tout à l'heure, portée notamment par une augmentation des exportations qui devrait croître de 3,4% en 2025, malgré le déséquilibre persistant et préoccupant de notre balance commerciale. À moyen terme, à la fois l'assouplissement du crédit, le retour à la normale de l'inflation, 1,8% prévu pour la France en 2025, et les soutiens publics apportés à notre économie devraient permettre à la croissance de progresser de 1,4% en 2026, puis 1,5% en 2027 et en 2028. Cette trajectoire reflète à la fois l'amélioration du taux d'activité et du taux d'emploi, porté selon les différents instituts par la réforme de l'assurance chômage, le soutien à l'apprentissage, la réforme des retraites qui ont permis de créer 1,3 million d'emplois depuis 2019. Je souligne aussi la progression de notre taux d'emploi qui n'a jamais été aussi haut depuis qu'il a été mesuré la première fois en 1975 par l'INSEE. Il est porté par une plus grande participation au marché du travail et des leviers, et par les leviers qui poussent à cette participation au marché du travail, qu'il s'agisse du logement à la garde d'enfants par exemple. Au-delà de ces chiffres, ces résultats montrent clairement que nous progressons. Nous sommes plus attractifs, plus compétitifs et l'inflation continue à baisser, celle qui a tant affecté nos compatriotes ces dernières années. Bref, notre économie tient bon, mesdames et messieurs, mais elle est affectée par la situation de nos finances publiques. Le budget pour 2025 que vous commencerez à examiner aujourd'hui, dont nous débattrons un peu plus tard aujourd'hui, est la première pierre de cette stratégie. Elle vise certes à soutenir notre dynamisme économique, mais elle doit viser avant tout à réduire nos déficits et nous donner un horizon de désendettement. Certaines de ces mesures ont déjà été annoncées par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. D'autres viendront pour compléter cette feuille de route. C'est le sens de ce plan budgétaire et structurel de moyen terme, redressement des comptes publics et soutien à la croissance. Avant toute chose, nous avons eu l'occasion d'en parler la semaine dernière dans cet hémicycle, il faudra améliorer l'efficacité de notre dépense publique. Dans un pays, je le rappelle, où elle représente plus de 57% de la richesse nationale créée chaque année, c'est là, et là d'abord, que doit se concentrer l'effort de redressement. La dépense publique, donc, sera réduite dès l'année prochaine, en fusionnant des opérateurs publics, en modernisant notre système de santé, en renforçant la lutte contre la fraude, et je ne doute pas que cet hémicycle fera de nombreuses propositions précises, étayées, pour réduire les dépenses et pour engager, car cela prend du temps, et il faut reconnaître que cela prend du temps, pour engager la baisse de la dépense publique. Cette dépense, au-delà de sa réduction, elle doit devenir plus efficace. Et je sais l'importance que cet hémicycle, que la Commission des finances apporte à l'évaluation de ces dépenses publiques. Nous l'avons annoncé avec Laurent Saint-Martin, nous lancerons une revue complète des dépenses pour supprimer entre 2025 et 2027 au moins 5 milliards d'euros de dépenses qui n'ont pas de caractère prioritaire.
Cette revue portera aussi sur les niches fiscales et sociales. Nous savons que certaines d'entre elles sont soit injustifiées, soit incompatibles avec nos objectifs de soutien à l'emploi ou à la décarbonation. Pour ce faire, l'ensemble des administrations publiques seront mobilisées et chaque année, elles devront présenter un rapport qui détaillera à la fois les résultats et l'impact budgétaire de leurs actions. Et avec le ministre en charge du budget et des comptes publics, nous associerons les parlementaires à cet effort de transparence et d'efficacité de la dépense publique. Mesdames et messieurs les députés, chacun sait dans cet hémicycle, je crois, combien il est difficile de réduire la dépense publique. Mais chacun sait aussi à quel point il faut désormais agir pour le bien de notre économie d'abord, pour notre crédibilité internationale ensuite. Deuxième pilier de ce plan, nous devons réduire notre dette écologique et faire de la France l'un des chefs de file de l'économie bas carbone en Europe. L'atténuation, l'adaptation au changement climatique doivent rester des priorités politiques, budgétaires et financières et prendre en compte les caractéristiques de l'ensemble de notre territoire en France, partout en France. Je ne rappelle pas les progrès factuels qui ont été réalisés. Nos émissions de CO2 ont été réduites de 25% entre 1990 et 2022. En 2023, elles ont encore baissé de 5,8%. Nous devrons donc poursuivre la planification écologique grâce à France 2030, grâce à l'entrée en vigueur de la loi Industrie verte, grâce au verdissement de la commande publique, grâce au renforcement du conditionnement des aides publiques et à l'amélioration du financement des projets industriels qui en ont besoin en France comme en Europe. Nous poursuivrons également le développement du nucléaire et notamment des nouveaux réacteurs nucléaires pour disposer d'une énergie abondante, décarbonée et compétitive. Dans le même temps, nous développerons les énergies renouvelables qui renforcent la souveraineté énergétique du pays, électrique comme thermique. Elles sont, vous le savez, indispensables à la création d'un mix énergétique souverain et décarboné. Il faudra aussi maîtriser notre besoin en énergie, maîtriser la demande énergétique, à la fois en accentuant les efforts de sobriété et de rénovation énergétique dans tous les secteurs, y compris, et nous y prendrons notre part, au sein des bâtiments appartenant à l'État. En plus d'un objectif de décarbonation, cet agenda de réforme vise à renforcer notre économie en fournissant à nos entreprises une énergie décarbonée pour poursuivre la réindustrialisation. La réindustrialisation, c'est le troisième pilier de cette stratégie de moyen terme. Réindustrialiser l'ensemble du territoire, simplifier la vie des entreprises, investir dans l'innovation. Pour continuer à ouvrir des usines et pour créer des emplois industriels, nous voulons donner à tous les Français les moyens de contribuer à ce projet national. C'est dans ce sens que le Premier ministre a annoncé sa volonté de mobiliser l'épargne de nos compatriotes en la fléchant mieux vers des projets industriels pour que tous les Français puissent directement soutenir l'industrie française. Je ferai prochainement un certain nombre de précisions sur ce livret industrie qui a été souhaité par le Premier ministre et qui pourra se déployer dans les tout prochains mois. De son côté, l'État devra continuer à soutenir à la fois la recherche, l'innovation et le développement industriel qui est associé. J'ai parlé du plan France 2030. Je voudrais aussi souligner le besoin d'accélérer en matière d'intelligence artificielle, un projet au long cours qui a été poussé depuis plusieurs années sur ces bancs comme au gouvernement, notamment en améliorant le développement de l'intelligence artificielle au service des professionnels de santé. Il faudra enfin et surtout, mesdames et messieurs les députés, simplifier la vie des entreprises pour leur permettre de devenir plus compétitives et de créer plus d'emplois. Nous relancerons le projet de loi de simplification présenté par le précédent gouvernement. Nous lancerons aussi un plan de simplification réglementaire drastique avec la suppression de normes, la réduction de la charge administrative et en particulier les droits des TPE et des PME qui pourront être rapprochés de ceux des particuliers, je le dis ici, en matière d'assurance, de gestion bancaire et quotidienne, qui sont des freins réguliers à la création d'activités et d'emplois. Ce soutien au dynamisme de l'économie doit enfin nous permettre de soutenir l'emploi, de soutenir le niveau de vie au quotidien des Français. Nous continuerons à investir dans les compétences, nous maintiendrons le soutien apporté à l'apprentissage. Bien sûr, il y a les contraintes budgétaires qui nous ont amenés à recentrer un dispositif qui faisait l'objet d'un certain nombre d'effets d'aubaine, mais nous avons décidé de maintenir massivement ce soutien pour l'ensemble des entreprises sans discrimination de taille. Nous devons aussi et enfin faire que le travail paye mieux.
Il n'est pas normal que certains Français qui travaillent soient encore rémunérés au-dessous du SMIC. Il n'est pas acceptable que certains compatriotes ne connaissent pas d'augmentation de salaire depuis plusieurs années, malgré l'évolution au sein même de l'entreprise. Ce combat pour une juste rémunération du travail qui a été entamé sur ces bancs que je poursuivrai, nous le porterons avec les partenaires sociaux en travaillant sur les ajustements d'allègements généraux de cotisations sociales, en avançant avec les négociations de branche et en développant encore davantage l'actionnariat salarié, les dispositifs d'intéressement et de participation. Ce sont ces efforts que nous devons consentir pour libérer de l'investissement, pour encourager l'emploi et les entreprises et pour retrouver, je le dis ici car c'est une priorité politique et pas seulement budgétaire, un niveau de déficit satisfaisant qui ne rend pas vulnérable notre économie, qui nous permet de passer sous le seuil des 3% en 2029, d'engager le désendettement du pays à partir de 2028 et de continuer à renforcer notre crédibilité en Europe et partout dans le monde. Nous devons pour cela nous faire confiance dans notre économie. Et cette stratégie, nous la porterons avec le ministre du Budget et des Comptes publics sous l'autorité du Premier ministre pour faire de la France une nation qui travaille et qui produit davantage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du Budget et des Comptes publics. Tu n'es pas encore ministre du Budget et des Comptes publics, Éric. J'ai cru que nous avions ce gouvernement de coalition. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, toujours, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les députés, dans quelques heures, nous nous retrouverons à nouveau ce soir en séance publique pour commencer l'examen du projet de loi de finances pour 2025. Cela donne au débat sur les perspectives pluriannuelles des finances publiques qui nous occupent maintenant tout son sens. J'ai toujours été, vous le savez, profondément attaché à ce débat d'orientation. Je crois sincèrement que c'est un moment utile, un moment nécessaire même, pour garantir l'information du Parlement sur les enjeux relatifs à nos finances publiques. J'avais d'ailleurs proposé de renforcer ce débat dans le cadre des travaux de la modernisation de la LOLF, que nous avions fait notamment avec Éric Woerth. Et je suis fier aujourd'hui que le Parlement se soit emparé de notre réflexion en adoptant notre proposition de nouvelle loi organique aux lois de finances. Premier constat cet après-midi, il était effectivement nécessaire que le Parlement soit pleinement informé, pleinement saisi des programmes de réforme et des trajectoires budgétaires que le gouvernement transmet à la Commission européenne. De ce point de vue, le fait que le débat d'orientation porte désormais sur le programme de stabilité et sur le plan budgétaire et structurel à moyen terme, le PSMT, représente un renforcement réel des prérogatives du Parlement. C'est la première fois cette année que le gouvernement remet ce document et qu'il est débattu dans cet hémicycle. Alors bien sûr, ce premier PSMT est un peu particulier, en ce qu'il est, comme cela vous a été indiqué, encore incomplet sur la partie relative aux réformes et selon un calendrier, Madame la Présidente, tout à fait imparfait, je vous l'accorde très volontiers. Le deuxième constat qui justifie pleinement ce débat, c'est qu'on ne gère bien les finances publiques que si l'on se projette sur le temps long. Quand nous décidons d'investir pour l'avenir, quand nous transformons nos services publics pour changer le quotidien de nos concitoyens, tout cela prend du temps, tout cela exige de la prévisibilité, de l'anticipation et une certaine forme de continuité. En ce sens, disposer d'une trajectoire pluriannuelle ne remet en rien en cause le principe du vote annuel du budget. Bien au contraire, avoir un regard pluriannuel éclaire et enrichit les débats budgétaires de l'automne. C'est vrai en temps normal, c'est encore plus vrai quand l'heure est au redressement des comptes publics. Vous connaissez la situation de nos finances publiques. Vous connaissez aussi notre objectif qui est de ramener le déficit public à 5% dès l'année 2025 en réalisant un effort inédit de 60 milliards d'euros. 40 milliards d'euros d'économies, soit les 2/3 de l'effort, et 20 milliards d'euros de contributions fiscales ciblées et temporaires, soit le tiers restant. Cet objectif n'est pas arbitraire. Il tire son sens et sa nécessité de la trajectoire pluriannuelle qu'a fixée le Premier ministre et qui vise à ramener le déficit public sous la barre des 3% à l'horizon 2029. Alors pourquoi 3%? Tout simplement parce que c'est le niveau de déficit à partir duquel nous sommes en mesure d'abord de stabiliser, comme l'a dit le ministre de l'Économie et des Finances,
puis de réduire notre endettement. Endettement qui dépasse cette année 3 220 milliards d'euros. Et pourquoi en 2029? Parce que c'est le délai dont nous disposons pour retrouver des finances publiques solides conformément à nos engagements européens. Ces engagements ne sont pas des contraintes hors sol. Ce sont au fond des principes de bonne gestion auxquels nous avons collectivement souscrit aux côtés des autres États membres. Et à la lumière de cette trajectoire, vous aurez donc compris que le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2025 constituent et doivent constituer une première étape sur le chemin de la responsabilité et du redressement. Il faut être clair, la première marche sera difficile et exigeante. Si nous voulons tenir nos objectifs, nous devons impérativement faire des efforts dès maintenant. C'est en faisant des choix courageux dès aujourd'hui que nous nous épargnerons des choix douloureux demain. Des choix courageux, mais des choix qui sont aussi raisonnables. Adopter une trajectoire pluriannuelle nous permet justement de lisser l'effort sur plusieurs exercices plutôt que d'avoir à procéder en une fois à un ajustement trop brutal. En étalant ainsi l'effort, nous ne renonçons pas à investir, nous ne renonçons pas à financer nos services publics, nous ne renonçons pas à préserver notre modèle de protection sociale. En aucun cas, il ne s'agit là de laxisme budgétaire. Au contraire, c'est le principe même d'une gestion vertueuse des deniers publics. En faisant un effort réel mais étalé dans le temps, nous refusons l'austérité et la casse sociale que nous subirions immanquablement demain à défaut d'agir aujourd'hui. Vous le voyez, le chemin du redressement est étroit, mais il y a bien un chemin pourvu que nous nous y engagions collectivement. C'est ce que les Français attendent de nous. Ils ne nous demandent pas autre chose que de bien gérer l'argent public, leur argent, et de leur épargner des lendemains qui déchantent. Ce chemin, je souhaite que nous le tracions ensemble en posant les premiers jalons dès le cadre de l'examen des 2 textes financiers pour l'année prochaine. Je serai bref dans la mesure où nous allons en débattre dans quelques heures, mais je tiens tout de même à vous livrer l'orientation centrale qui guidera les travaux à venir du gouvernement. Ma conviction, c'est que nous pouvons proposer aux Français un meilleur service public pour moins cher, en nous posant toujours la question de l'efficience de cette dépense publique. Pour répondre à cette question de l'efficience, nous devrons nous appuyer sur 2 leviers. Le premier levier, ce sont les revues des dépenses et des niches fiscales et sociales. C'est un exercice que le gouvernement a déjà mené, que les gouvernements précédents ont déjà mené, et qui a permis de cibler les propositions d'économie, notamment sur l'apprentissage, et de baisse d'effectifs que nous vous soumettrons dans le cadre notamment du PLF pour 2025. Cet exercice, je souhaite que nous puissions le pérenniser. C'est un instrument extrêmement efficace de transformation qui nous permettra, j'en suis convaincu, d'améliorer la qualité et l'efficacité de nos services publics tout en maîtrisant les dépenses. Le deuxième levier, ce sont les réformes structurelles que le ministre de l'Économie a précisées, qui s'appuieront notamment sur des recommandations des revues de dépenses, justement. Nous ne pourrons faire de véritables progrès en matière d'efficience qu'à la condition d'oser repenser un certain nombre de politiques publiques. Le gouvernement propose déjà des avancées dans le cadre des textes financiers pour l'an prochain. Je pense notamment à la réforme des allègements généraux. Il nous faudra également améliorer l'équilibre général des systèmes de retraite, et c'est d'ailleurs là aussi dans ces textes le sens de la proposition que nous faisons sur la CNRACL dans le cadre du PLFSS, qui vise à rééquilibrer le système des retraites des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Comme l'a dit le Premier ministre, nous pouvons aller plus loin. Par exemple, en procédant à des fusions d'opérateurs publics qui interviennent dans des domaines d'activité proches, mais aussi en responsabilisant davantage les gestionnaires publics, là aussi c'est l'esprit de la LOLF, et en les associant davantage aux efforts de maîtrise de la dépense notamment. Il sera demandé à chaque administration de participer à cet exercice. Comme vous le savez, il y aura dans le texte que nous examinerons ce soir des contributions également, temporaires. Et il est important de bien avoir à l'esprit que ces mesures seront temporaires justement parce que les réformes structurelles doivent prendre le relais. Toujours dans ce double objectif d'améliorer la qualité du service public et diminuer les moyens que nous y consacrons. Enfin, nous devrons continuer à renforcer notre dispositif de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Mon ministère est en première ligne sur cet enjeu, qui est une priorité forte de l'action du gouvernement. C'est une question de justice, c'est une nécessité pour garantir l'efficacité de nos politiques publiques d'une part, et le consentement, évidemment, à l'impôt des contribuables de l'autre part. Je salue à cet égard la proposition de loi déposée par le député Thomas Cazenave pour renforcer notre arsenal de lutte contre la fraude aux aides publiques. Voilà, mesdames et messieurs les députés, quelles seront nos premières priorités et quelle sera notre méthode pour construire dans la durée une trajectoire de soutenabilité
trajectoire de responsabilité qui permette de redresser nos finances publiques. Comme je vous l'ai indiqué, nous serons à votre disposition pour enrichir cette présentation d'éléments plus précis dès que les derniers arbitrages auront été rendus, Monsieur le rapporteur général, et cela sera fait dès les prochains jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, la parole est à présent à Monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je vais reprendre là où vous avez arrêté votre discours, Madame la Présidente, si j'ai bien compris, parce qu'une fois encore, le gouvernement prend des libertés avec la loi organique. Le projet de loi de finances devait être déposé le 1er octobre, il ne l'a été que le 9. Et aujourd'hui, nous devions débattre du projet de plan national budgétaire et structurel à moyen terme qui doit être présenté à la Commission européenne le 31 octobre. Le respect de la LOLF, plus particulièrement de son article 1K, requiert une transmission du document 15 jours avant l'envoi, donc mercredi 16 octobre au plus tard. Ça n'a pas été fait. Et c'est-à-dire que par ricochet, vous ne respecterez pas non plus le calendrier fixé par la Commission européenne. Tout juste avons-nous reçu hier soir à 18 h et à la veille du débat budgétaire un document que vous qualifiez vous-même de provisoire. Nous allons donc débattre d'une programmation budgétaire que nous n'avons pas. Ce document est pourtant capital puisqu'il n'existe plus aucune trajectoire à ce jour. L'ensemble des documents de programmation précédents ont été rendus caducs pratiquement dès leur publication. La loi de programmation des finances publiques de décembre 2023, caduque dès janvier. Le programme de stabilité d'avril 2024, caduque dès l'été. Alors que pour débattre d'orientation, de programmation, c'est-à-dire d'avenir, il faut avoir des informations claires. Le PSTAB annonçait 1,4% de croissance en 2025. Nous ne sommes plus qu'à 1,1% dans le PLF. Et je doute que nous atteignions réellement ce niveau. Le FCE annonce désormais seulement 0,8, voire 0,5% de croissance, parce que ce budget austéritaire va être un véritable coup de frein sur l'activité. Connaître le scénario macroéconomique du gouvernement pour les prochaines années aurait permis des débats réellement éclairés sur le budget. La composition de la croissance après 2025, le gouvernement ne la communique pas. Les investissements à mettre en œuvre à l'horizon 2028, le gouvernement ne les communique pas. Comment financer le très hypothétique retour à l'équilibre en 2031 ? Le gouvernement ne le communique pas. Par contre, on a droit à des chiffres qui semblent sortis du chapeau. Ici, la consommation des ménages qui tire la croissance en 2028. Là, plus d'1 million d'emplois salariés créés par an en fin de période. Alors que pendant des années de macronisme, on n'a pas créé annuellement la moitié des emplois salariés que vous annoncez en fin de période. Comment allez-vous subitement doubler ce chiffre ? Ce constat, je ne suis évidemment pas le seul à le faire. Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis sur vos prévisions, je le cite, regrette que les informations transmises soient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier le réalisme de la trajectoire pluriannuelle. Comment donc débattre d'orientation alors que le HCFP lui-même est désorienté ? Le gouvernement avance une trajectoire avec des chiffres qui n'ont pas de base sérieuse. Autant naviguer dans une brume épaisse, sans phare à l'horizon et guidé par le seul chant des sirènes, même pour le marin que je suis, c'est assez compliqué. Tout ceci n'est donc qu'illusion. Comment parler de programmation lorsque des investissements écologiques rares et déjà insuffisants sont déprogrammés ? Nous sommes en 2024. L'accord de Paris a été conclu il y a bientôt 10 ans. Et l'investissement dans la bifurcation écologique est toujours repoussé à plus tard. C'est un non-sens climatique. C'est maintenant qu'il faut investir, encore et encore, pas dans 10 ans. Dans 10 ans, il sera trop tard. Comment programmer de nouvelles baisses de dépenses publiques alors que les riches payent toujours moins d'impôts et que les grands groupes mettent sous leurs clés leurs superprofits ? Selon une note de juin 2023 de l'IPP, au sein des 0,1% les plus riches, le taux d'imposition effectif passe de 46% à seulement 26% pour les milliardaires. Ça veut dire que le système fiscal est régressif pour le plus grand bénéfice du haut de l'échelle de revenus. Et selon Oxfam, 36 milliards de superprofits pour le seul CAC 40 en 2023. Milliardaires, grands groupes, autant de personnes qui estivent et contribuent si peu. Alors, après 7 ans de macronisme, et même en l'absence de plan national budgétaire et structurel à moyen terme, il est assez simple d'avoir une idée de ce que le gouvernement prépare. Je rappelle le bilan. Depuis 2017, le déficit est passé de moins 2,3% à moins 6%, après avoir diminué les recettes publiques de 62 milliards d'euros par an en 2023.
Selon l'INSEE, il y a 500 000 personnes qui sont tombées dans la pauvreté. Le pays compte 11 millions de pauvres, soit presque un Français sur 6. Il n'y a pas de création d'emplois salariés à la hauteur de ce qu'on nous dit. 1 million d'apprentis en plus et 700 000 nouveaux travailleurs ubérisés, ce ne sont pas des emplois salariés. Selon l'INSEE encore, dans l'industrie, l'emploi recule de 16,4 à 15,5 %. Et en guise de transition, on passe seulement de 1 à 2 % du parc automobile électrifié pour les 7 années passées, alors que pour les 7 années à venir, l'objectif de 15 % en 2030 est 7 fois supérieur. Enfin, comme le souligne la Banque de France, il y a davantage d'investissements français qui partent à l'étranger que d'investissements qui viennent en France, 1 500 milliards contre 920 milliards fin 2023. Voilà votre programme pour 2027. Toujours moins d'impôts pour les plus fortunés, mais toujours plus de retard sur la bifurcation écologique et toujours plus de pauvreté. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Frédéric Valletoux, président de la Commission des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, dans quelques minutes à 17 h en Commission des Affaires sociales, nous allons démarrer l'examen du projet de loi de financement pour la sécurité sociale. Lorsque vous avez présenté le texte au commissaire, Monsieur le ministre du Budget, vous avez parlé d'un PLFSS paramétrique destiné à freiner un tendanciel préoccupant. Je dois dire que je partage votre appréciation pleinement, mais pour autant, je pense qu'au-delà de l'urgence à laquelle ce PLFSS vise à répondre, nous devons nous astreindre à poursuivre les réformes structurelles, les seules à même de nous assurer une nécessaire maîtrise de nos finances publiques et à même d'éviter la politique du rabot. Dans cette optique, en ces temps de contraintes budgétaires, j'ai la ferme conviction que nous devons, selon la formule, dépenser mieux, c'est-à-dire, et c'est notamment vrai en matière de dépenses de santé, que nous devons prioriser les dépenses pertinentes, l'efficience de nos organisations et de nos prises en charge et lutter fermement contre les redondances, les dépenses inutiles, les effets d'aubaine ou les rentes financières. Ces réflexions sont d'autant plus nécessaires qu'il y a urgence. Les perspectives pour 2025, annoncées lors de la récente réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale, sont en effet inquiétantes. Plus de 29 milliards d'euros de déficit pour les régimes de base et le Fonds de solidarité vieillesse, dont près de 19 milliards pour la seule branche maladie. Pour les exercices suivants, et malgré les mesures que le gouvernement propose d'adopter cet automne, la perspective tracée par le tableau pluriannuel annexé au PLFSS n'est pas plus rassurante. 19 milliards de déficit en 2026 et 2027, 23 milliards en 2028. Le retour à l'équilibre doit donc plus que jamais être notre boussole. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler la semaine dernière lors de notre débat sur la dette, c'est d'autant plus vital qu'il ne saurait y avoir de dette sociale. Les dépenses sociales ne sont pas, à proprement parler, des investissements. Dès lors, il est impossible de justifier qu'elles puissent être effectivement acquittées que bien des années plus tard. L'équilibre n'est donc pas un dogme, d'autant que cet objectif n'est pas impossible à atteindre. Je rappelle qu'il y a à peine 5 ans, fin 2019, début 2020, nous en étions proches avant que ne survienne la pandémie de Covid. Mais revenons au cœur de notre débat d'aujourd'hui qui porte sur les orientations et la programmation. En matière de dépenses sociales, soyons lucides, la prise en compte du long terme est précisément un des angles morts auxquels nous nous heurtons. Et c'est un paradoxe, car ceux qui ont créé les lois de financement de la sécurité sociale, il y a près de 30 ans, avaient justement pour ambition que ces lois définissent les grandes orientations de notre protection sociale, qu'elles fixent les besoins, les priorités et les moyens que la nation est disposée à leur consacrer. Or, force est de constater que cette approche vertueuse s'est perdue. C'est un regret, mais nous devons prendre acte que les PLFSS de l'automne ne jouent pas ce rôle et ne procèdent qu'à des ajustements financiers. Dès lors, je le crois, l'indispensable vision pluriannuelle devrait être portée par un autre texte. Certes, nous avons une loi de programmation des finances publiques, mais cela ne suffit pas. Non seulement nous en connaissons les limites, mais elle est quasiment muette sur le contenu de nos politiques sociales. C'est particulièrement le cas dans le domaine de la santé, alors même que c'est le déficit de la branche maladie qui apparaît comme le plus élevé pour les prochaines années. Si nous voulons redonner de la visibilité aux professionnels de santé et de la solidarité, qu'ils soient publics comme privés, si nous voulons entreprendre les réformes de fond qu'appelle la préservation de notre modèle social et les valeurs qui le fondent, nous devons définir une stratégie pluriannuelle, des objectifs précis et que la représentation nationale puisse définir les moyens d'y parvenir.
Je suis persuadé qu'une loi de programmation de nos dépenses de santé et de solidarité permettrait à la fois de donner un sens et des perspectives à chacun des acteurs, mais aussi d'inscrire dans le moyen ou long terme les réformes qui en découlent. L'évolution de la démographie, les nouveaux traitements auxquels nos concitoyens doivent avoir accès, l'évolution des professions de santé, de leur statut, de leur financement, le développement de la prévention, toutes ces questions centrales et bien d'autres de notre système de protection sociale se trouvent à l'étroit dans notre PLFSS annuel. Je pense qu'il appartient donc au Parlement et au gouvernement de définir, au moyen d'une loi de programmation, le cadre de long terme dans lequel notre politique de santé et de solidarité devrait se déployer. C'est un travail que j'appelle de mes vœux et qui, je pense, peut nous réunir. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à présent à Monsieur Charles de Courson, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des commissions des finances et des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Nous devons débattre aujourd'hui de l'orientation de la programmation des finances publiques à la veille, ou plus précisément avant la fin du mois, de la transmission du plan budgétaire et structurel à moyen terme, le PSMT de la France, pour les années 2025 à 2028 à la Commission européenne. Or, le document que le gouvernement nous a transmis avant-hier à 18h samedi, intitulé « Projet de plan budgétaire », à peine 48 heures avant ce débat, ne correspond pas à l'article 1er K de la loi organique relative aux lois de finances. Dimanche, à 17h53, nous avons bien reçu un PSMT, mais toujours provisoire. Le PSMT que nous avons reçu hier présente bel et bien la trajectoire budgétaire de la France à l'horizon 2031. Elle prévoit un ajustement annuel structurel primaire par an de 0,7 à 0,8 points de PIB potentiel entre 2026 et 2027, soit 21 à 25 milliards par an. Cet ajustement permettrait de ramener le déficit sous le seuil de 3% à partir de 2029 au lieu de 2027, comme le prévoyait d'ailleurs le programme de stabilité présenté voilà seulement 7 mois. Cependant, messieurs les ministres, où sont les nouvelles réformes structurelles qui sous-tendent cet ajustement? Le document transmis présente 4 axes de réforme: l'atteinte du plein emploi, la réindustrialisation, la compétitivité et l'innovation, la transition écologique et l'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Mais le détail du document ne fait que récapituler ce que les gouvernements successifs ont fait depuis 2017, ainsi que des mesures que vous avez soit déjà présentées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, comme la réforme des allègements de cotisations sociales, soit déjà annoncées, comme la reprise du projet de loi simplification. Seule la revue des dépenses est chiffrée. Elle se traduirait par 5 milliards d'euros d'économies en cumul sur la période 2025-2027. C'est bien maigre pour passer sous la barre des 3% de déficit à horizon 2029 et assez peu précis quant aux mesures effectivement envisagées. Aussi, quelles mesures structurelles le gouvernement compte-t-il prendre pour tenir cette trajectoire et afin que soit accordé ce délai supplémentaire de 2 à 3 ans pour redresser nos finances publiques? À cette question, nous n'avons pas de réponse. Tiède Diogène à Athènes, cherchant en plein jour, avec sa lanterne l'homme, je n'ai pas trouvé les réformes structurelles dans votre document. Je ne les ai pas trouvées, messieurs les ministres. Même avec ma lanterne. Le document parlant essentiellement du passé, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Tout d'abord, il faut relancer une décentralisation intelligente. Cette décentralisation doit promouvoir la responsabilité des élus des collectivités territoriales. Cela passe par l'autonomie fiscale et le rétablissement du lien, d'une part, entre les collectivités territoriales et les entreprises, et d'autre part, entre les citoyens électeurs et les citoyens contribuables. C'est en donnant des marges de manœuvre aux collectivités que nous les responsabiliserons et qu'elles seront en mesure de développer une politique d'attractivité vis-à-vis des entreprises. Je m'inscris ici dans la continuité des travaux de notre collègue Éric Woerth, dont le rapport sur la décentralisation propose des pistes intéressantes de réforme. Ensuite, il faut garantir l'équilibre pérenne du système de protection sociale français et des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, notamment des branches retraite et maladie, ainsi que d'assurance chômage. Il est impératif de distinguer des prestations contributives financées par des cotisations sociales et les prestations non contributives financées par l'impôt. Il y a 2 impératifs
à respecter en la matière, la justice et le dialogue social. Justice d'une part en œuvrant pour une réforme systémique du système de retraite qui protégerait le pouvoir d'achat des petites retraites tout en faisant contribuer ceux dont les pensions sont les plus élevées et qui universaliserait enfin le régime général pour tous les salariés du privé comme du public, en faisant entrer tous les nouveaux actifs au régime général. Dialogue social, d'autre part, en redonnant la main aux partenaires sociaux en matière d'assurance chômage, permettant de dessiner la politique de l'emploi au plus près des préoccupations des acteurs économiques locaux. Enfin, il faut prendre à bras-le-corps la crise du logement. L'absence de logement est un facteur majeur de paupérisation et de désinsertion sociale et professionnelle. C'est là que se jouent les inégalités. Qui peut supporter de voir des enfants à la rue? Commençons par réserver l'accès aux logements sociaux à ceux qui en ont le plus besoin. Sur le temps long, il faut construire bien évidemment en favorisant l'accession sociale à la propriété et le développement du locatif privé, quitte à assouplir le principe du zéro artificialisation nette et à réduire les normes pour abaisser le coût des constructions neuves. Mes chers collègues, telle est ma modeste contribution à ce débat sur l'orientation des finances publiques. J'attends avec intérêt les réformes structurelles qui seront proposées d'ici la fin du mois par le gouvernement à la Commission européenne pour respecter la trajectoire proposée par le PSMT et pour accroître la croissance potentielle et le bien-être de nos concitoyens. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. La parole est à présent à monsieur Yannick Neuder, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de commission, Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances, mes chers collègues, alors que dans quelques jours, nous nous apprêtons à voter ces textes de loi budgétaires en commission des finances et en hémicycle tout à l'heure pour le PLF, en PLFSS et tout à l'heure en commission des affaires sociales, je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour vous présenter quelques réflexions au sujet des comptes sociaux. Le dernier rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale est sans appel. Si nous ne prenons aucune mesure pour redresser la situation, le déficit des branches de la Sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse s'établirait à 28,4 milliards d'euros en 2025. Les mesures contenues dans le PLFSS permettraient de réduire ce déficit tendanciel de 12,4 milliards d'euros. Cet objectif devrait naturellement tous nous réunir dans cet hémicycle. Il en va de la protection de notre modèle social qui, pour citer l'adage bien connu, est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Tout ceci ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue que les Français ne peuvent accepter plus de coups de rabot, notamment en matière de prise en charge de leurs soins. Or, ce projet de loi ne semble pas toujours assurer une très bonne répartition de l'effort entre tous. Je pense notamment aux mesures d'augmentation du reste à charge chez le médecin, alors que les déserts médicaux sont toujours là. Je pense aussi au report de la revalorisation des pensions de retraite en juillet. Tout ceci, c'est du pouvoir d'achat en moins, une dépendance aux complémentaires santé qui vont augmenter en 2025 et surtout la porte ouverte à la privatisation de la prise en charge des frais de santé. Ce sont les mêmes qui payent toujours plus sans une meilleure prise en charge. Restons fidèles à l'esprit de solidarité et aux fondamentaux de la sécurité sociale. Nous ne pouvons accepter ce qui s'apparente à des coups de rabot alors que nous ne faisons que reporter l'instauration de réformes structurelles. Il nous faut, mes chers collègues, vous l'avez compris, une loi pluriannuelle de santé. En clair, ce n'est pas ce PLFSS qui viendra résoudre les déficits chroniques de la sécurité sociale et qui améliorera la prise en charge de nos concitoyens. Les problèmes sont plus profonds et demandent d'autres textes. Je voudrais évoquer ici plus particulièrement le sujet de la hausse des cotisations de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le constat est connu, cette caisse qui gère les régimes des agents de la fonction publique territoriale et des agents de la fonction publique hospitalière est structurellement déficitaire et pour cause, le nombre de cotisants diminue chaque année tandis que celui des retraités explose. Entre 2020 et 2024, la CNRACL a accumulé plus de 10 milliards d'euros de dettes. Dès l'année prochaine, son déficit devrait atteindre 4,8 milliards d'euros si aucune mesure de redressement n'est adoptée. En 2030,
Ce déficit serait, mes chers collègues, de 11 milliards d'euros par an. C'est presque le double du déficit de l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse pour l'année 2024, pour un régime qui, je le rappelle, compte 1,3 million de retraités. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 intègre donc une trajectoire de hausse des cotisations employeurs à la CNRACL de l'ordre de 4 points par an jusqu'en 2027 pour y remédier. Selon les estimations fournies dans les textes financiers, cette hausse représenterait une augmentation de dépenses de 1,3 milliard d'euros pour les collectivités locales, mais de 1,1 milliard d'euros pour les établissements de santé. Ces derniers, hôpitaux, cliniques, centres de soins contre le cancer, cette charge a été intégrée à la construction de l'Ondam pour 2025, si bien que sur les 3,3 milliards d'euros supplémentaires de l'Ondam consacrés au financement des établissements de santé, la hausse des cotisations CNRACL représente un tiers. Autrement dit, la hausse réelle de l'Ondam hospitalier serait que de 2,1% contre 3,3% affichés. À la clé, une baisse de tarifs des hôpitaux alors que leur déficit double chaque année. C'est assez incompréhensible. Cette dernière intention louable se cache dans un horizon dramatique pour nos hôpitaux, nos cliniques et nos centres de lutte contre le cancer qui ne sauraient y résorber. Monsieur le ministre, je ne remets pas en cause l'urgence qui s'attache au redressement des comptes de la CNRACL, mais nous ne devons faire en sorte que ce redressement ne se fasse pas au détriment des soins et des besoins à l'hôpital, de nos cliniques et de nos centres de soins. Nous avons besoin d'un Ondam hospitalier à la hauteur des enjeux qui se dressent devant nous et devant notre système de santé, dans un contexte où la population vieillit et où les pathologies chroniques augmentent. Ne faisons pas choisir à nos établissements de santé entre payer les retraites de leurs fonctionnaires et prendre en charge les chimiothérapies, car c'est bien de cela dont il s'agit, mes chers collègues. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Ondam hospitalier pour 2025 devrait être construit en neutralisant la hausse du taux de cotisation de la CNRACL dans son calcul, afin que l'augmentation de 3,1% vienne réellement financer des politiques à même d'améliorer la santé de nos concitoyens, la situation critique de nos hôpitaux. Je serai extrêmement vigilant lors de cet examen. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Nous en avons fini. Nous abordons les inscrits. Et je donne la parole à madame Gabrielle Catala pour le groupe La France Insoumise. Présidente, ministre, collègues, chaque année le même débat et chaque année les mêmes mensonges et les mêmes absurdités. Vous que l'on présentait comme de bons gestionnaires, dont on vantait le pragmatisme, vous qui nous faisiez des leçons de réalisme économique, vous-même, les petits génies, être en réalité responsables d'un déficit sans précédent. Quel comble quand loge pourtant à l'Élysée un ancien banquier. Et vous avez créé ce déficit de toutes pièces. Vous avez privé l'État de plus de 60 milliards de recettes fiscales par an avec la suppression de l'ISF, de la CVAE, l'instauration de la flat tax et la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Vous avez arrosé les grandes entreprises avec un pognon de dingue, 200 milliards d'euros par an sans aucune contrepartie écologique ou sociale. Vous avez supprimé des postes à Bercy au lieu de recruter suffisamment d'agents pour récupérer plus de 80 milliards de fraude fiscale. Même la Cour des comptes le rappelle, je cite, « La période 2018-2023 a été marquée par d'importantes baisses d'impôts, dont l'impact est estimé à 62 milliards d'euros en 2023, soit 2,2 points de PIB. À présent, c'est aux contribuables que vous voulez faire payer la facture, alors que la France compte déjà 11,2 millions de pauvres, selon l'INSEE. Pourtant, de l'argent, il y en a. La fortune cumulée des 500 Français les plus riches a dépassé en 2024 la barre des 1200 milliards d'euros. Elle a doublé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Voilà le résultat de votre politique de l'offre, guidée par la chimère du ruissellement. Une telle infamie se produit dans la 7e puissance économique du monde qui a dorénavant, comme la Grèce, le FMI et la Commission européenne à ses trousses. Et le pire, c'est que vous continuez à vous en vanter. Bruno Le Maire s'en va même enseigner le secret pour augmenter la dette de 1 000 milliards d'euros en 7 ans à l'Université de Lausanne. Si bien que les artisans de la destruction des biens communs au profit de quelques-uns, de la politique économique la plus inefficace pour le pays, bénéficient d'une totale impunité et ne subissent jamais les conséquences de leurs actes. Aucun membre de ce gouvernement et ceux qui le soutiennent ne souffrira dans sa dignité, dans sa chair ou dans celle de ses enfants, des 40 milliards de coupes budgétaires sur les services publics, rien que pour l'année 2025, de la hausse de la taxe sur l'électricité et de 15 milliards d'économies sur la sécurité sociale. En effet,
Peu importe pour les classes dominantes dont vous êtes les commis, les 4000 postes d'enseignants supprimés. Leurs enfants sont scolarisés dans les établissements publics parisiens les plus dotés ou à l'école privée. Peu importe les 400 millions d'euros en moins pour le budget des Outre-mer quand on entretient avec ces territoires un rapport uniquement colonial. Peu importe le délabrement de l'hôpital public, les 1500 morts par an qui pourraient être évités dans les services d'urgence, les soignants épuisés au travail et les déserts médicaux lorsqu'on ne fréquente que des cliniques privées. Peu importe les 2 milliards en moins pour le budget de la transition écologique et les conséquences du changement climatique déjà irréversibles lorsqu'on se sait appartenir à la première classe et avoir déjà son canot de sauvetage réservé. Peu importe la saignée de 5 milliards d'euros pour les collectivités, quand le destin des habitants des quartiers, de la politique de la ville ou des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance vous est étranger. Peu importe les 500 millions d'euros en moins pour la justice, quand on n'aura jamais recours dans sa vie à l'aide juridictionnelle. Peu importe la retraite à 64 ans quand votre rapport à l'existence des caissières, enseignantes, infirmières, aides-soignantes, éboueurs et ouvriers dont le corps ne peut pas tenir jusqu'à 64 ans tient à l'imagination. Dans votre indifférence au sort des plus grands nombres, votre gouvernement de perdants a un allié de taille, l'extrême droite de Madame Le Pen. Comme les macronistes, l'extrême droite ne touche jamais aux plus fortunés, aux patrons des grandes entreprises, car elle en a besoin pour être financée et pour que son racisme soit largement diffusé dans la société. Et cette alliance maquillée en duel depuis 7 ans est apparue au grand jour en commission des finances, où RN et macronistes ont voté ensemble contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, puis contre le budget de l'État pour l'année 2025. Un budget d'austérité que le nouveau Front populaire avait transformé en budget de justice sociale. Monsieur Barnier cherchait 60 milliards d'euros, nous les avons trouvés en commission des finances. Taxe sur les bénéfices des multinationales réellement réalisées en France, taxe sur les super-profits et les super-dividendes des grandes entreprises, ou encore augmentation de la taxe GAFAM. Nous avons supprimé les mesures injustes comme l'augmentation des factures d'énergie et les coupes dans le budget des collectivités. Oui, un autre budget est possible, mais les macrono-lepénistes font bloc contre la justice fiscale. Depuis samedi, vous voilà à diffuser votre propagande habituelle avec la complicité des médias dominants. On vous entend parler de matraquage fiscal et de passage à tabac visant à euthanasier l'économie française, quand même l'OFCE alerte la France sur la récession à venir en cas de vote de votre budget. Collègues, ce gouvernement nous menace de faire passer le budget le plus brutal et le plus austéritaire de l'histoire par 49.3, un budget qui broiera les corps et les vies des plus fragiles. Faisons en sorte que Michel Barnier et ses ministres ne passent pas l'hiver. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est maintenant à Madame Estelle Mercier pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, permettez-moi de vous faire part de mon étonnement, puis de mon inquiétude à la lecture de ce plan budgétaire et PSMT 2025. Mon étonnement. À l'heure où la France affiche un déficit abyssal de 6,2% du PIB, avec un dérapage budgétaire inédit en 2023 et 2024, nous pouvions nous attendre à ce que cette nouvelle trajectoire tire à minima les enseignements du passé. Nous pouvions espérer des questionnements, quelques remises en question, pour interroger et construire la nouvelle trajectoire des finances publiques. Lorsqu'en 2022, on nous annonçait 4% de croissance et qu'on a eu 2,5%, qu'on nous promettait 2,3% en 2023 et qu'on a eu 0,9%, ou 1,6% en 2024, pour finalement atterrir péniblement à 1,1%, lorsqu'on constate un tel écart entre les prévisions et l'économie réelle, ça devrait forcer un peu d'humilité. Eh bien non. Non, non, et c'est même tout le contraire que nous lisons, parce que moi je l'ai lu le rapport. Nous lisons au fil des pages que les réformes mises en place depuis 2017 et les choix politiques économiques du président Macron fonctionnent bien et produisent leurs effets. Et finalement, en filigrane, l'idée que le déficit de la France ne serait que conjoncturel. Une fois on lit que c'est lié aux crises, une fois que c'est lié à la hausse des taux d'intérêt, et puis la croissance est moins forte que prévu. Bon, finalement, c'est un peu la faute à pas de chance, on ne pouvait pas prévoir. Parce que, toujours selon ce rapport, la politique économique menée depuis 7 ans fonctionne. Il n'y a donc aucune raison de la changer.
Mes inquiétudes. Ce qui est étonnant et donc inquiétant, c'est le déni et l'aveuglement face aux conséquences de cette politique sur l'économie, lesquelles sont aujourd'hui parfaitement connues et documentées. Ce qui est inquiétant, c'est ce décalage entre les finances publiques et l'économie réelle. Ce qui est inquiétant, c'est le peu de bifurcation de ce projet, de virage pris par rapport au passé. C'est bien ici la continuité d'une politique qui a échoué, qui est proposée en trajectoire budgétaire. Ce qui est inquiétant dans les propositions que vous portez, c'est le poids des coupes budgétaires sur les Français, tous les Français. Que ce soit les économies attendues sur la réforme des retraites, l'assurance chômage, la baisse des remboursements de l'assurance maladie, les 3 piliers de notre système social français qui ébranlent notre solidarité nationale. Que ce soit les économies attendues sur les collectivités locales qui vont peser sur les services publics du quotidien et sur la dynamique d'investissement dans nos territoires. Concrètement, c'est moins d'agents dans les écoles. Vous avez déjà commencé d'ailleurs en annonçant moins 4 000 enseignants pour l'année prochaine. C'est moins d'agents dans les crèches. C'est moins de policiers municipaux, c'est moins d'infrastructures, c'est moins de lycées, c'est moins de collèges, c'est aussi moins de culture, c'est aussi moins de sport dans les territoires, moins de tout ce qui fait notre quotidien et notre cohésion nationale. Ce qui est inquiétant, c'est la faiblesse des propositions en recettes nouvelles structurelles, de vraies mesures de justice fiscale, pour une plus forte contribution des très riches, des entreprises, pour des mesures fortes de lutte contre l'évasion ou la fraude fiscale qui ne seraient pas que ponctuelles, mais qui seraient pérennes. Sur ce point, d'ailleurs, nous avons des propositions à faire. Permettez, comme le Premier ministre s'y est engagé, aux parlementaires de co-construire des propositions nouvelles lors de l'étude de ce PLF 2025. Ce qui est inquiétant encore, c'est que cette trajectoire est une trajectoire austéritaire sur plusieurs années. Vous proposez 60 milliards d'économies en 2025, 63 milliards en 2026 et presque 75 milliards en 2027, soit 200 milliards en 3 ans. Ce qui est inquiétant, c'est que toutes ces mesures d'austérité seront coûteuses pour les Français, qui ont déjà fait beaucoup d'efforts. Les Français n'ont que faire des moyennes nationales, des prévisions hors sol. Tous les soirs, ce qu'ils regardent, c'est ce qu'ils ont dans leur assiette. Ce qui est inquiétant, in fine, et absolument pas évalué, c'est le risque récessif que porte cette trajectoire austéritaire, qui aurait pour conséquence une crise économique et sociale sans précédent. Une prévision de croissance à 1,1%, ce n'est pas de la croissance. Alors que l'Espagne caracole à plus de 2% et la moyenne de l'UE aussi depuis plusieurs années, nous ne pouvons pas considérer que 1,1% soit une croissance solide. Alors les Français ont voté majoritairement contre la politique du président Macron. Ils ont redit leur attachement au service public et au système de solidarité nationale. Aujourd'hui, c'est double peine. Alors qu'une autre trajectoire est possible, ce que vous proposez, c'est à la fois la continuité et l'austérité. Merci beaucoup. Pour la droite républicaine, la parole est à Monsieur Philippe Juvin pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, voici donc l'heure des choix pour les finances publiques. Que s'est-il passé? Il s'est passé que depuis des années, la France vit à crédit, paye ses fonctionnaires à crédit, paye ses retraites à crédit, paye ses investissements à crédit. Et à l'intention des érotomanes de la taxe et de l'impôt, qui sont trop nombreux, je veux dire cela, si nous avons aujourd'hui 3 200 milliards de dettes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez taxé. Si nous avons 3 200 milliards de dettes, c'est parce que tout simplement nous avons trop dépensé. Rétablir les finances publiques en dépensant moins doit maintenant être notre principale préoccupation. Dépenser moins le matin, dépenser moins à midi, dépenser moins le soir. Car où est votre souveraineté quand le couteau sous la gorge, ce sont vos prêteurs qui vous dictent de lever l'impôt? Si l'on prend le PIB par habitant, qui est un indicateur très robuste de la prospérité, la France était en 1980 devant les États-Unis. Autrement dit, en 1980, un Français était plus riche qu'un Américain. Aujourd'hui, un Français est 80% moins riche
qu'un Américain. Pourquoi et comment un tel déclassement? Parce que nous avons nié les évidences. La première, c'est que l'argent public n'existe pas. L'argent public ne tombe pas du ciel. L'argent public, c'est toujours l'argent des impôts des Français. Seconde évidence, quand vous surtaxez une entreprise, elle répercute toujours ses coûts, soit sur le consommateur en augmentant les prix, soit sur ses salariés en licenciant ou en partant. Taxez moins Sanofi et vous verrez, par miracle, leur usine de Doliprane restera en France. Troisième évidence, une dette se paye toujours. La dette éternelle, c'est un mythe. Et les choses sont en réalité très simples. Si vous ne remboursez pas, on ne vous prête plus. Quatrième évidence, nous dépensons trop et nous dépensons mal. N'importe qui ici, dans cet hémicycle, avec un tel déficit sur son compte personnel, trouverait immédiatement comment diminuer ses dépenses. Vous voulez des dépenses d'économie? Eh bien, regardez le chômage. Nous dépensons 3 fois plus que l'Italie, alors que nous avons le même taux de chômage. La ville de Paris, elle a plus de fonctionnaires que toutes les institutions de l'Union européenne dans tous les pays de l'Union réunis. On jette l'argent des Français par la fenêtre et on s'étonne que nos services publics manquent de moyens. La gabegie partout, le sérieux nulle part et à la fin, la paupérisation pour tous. Cinquième évidence, nous avons 5 millions de chômeurs et pourtant je ne connais pas une PME, pas un artisan, pas un hôpital qui n'ait pas de difficulté pour embaucher, pas un seul, car notre système social désincite au travail. Collectivement, nous ne travaillons pas assez. Si le taux d'emploi en France était le même qu'en Allemagne, nous n'aurions pas ce déficit. Alors maintenant, on parle d'augmenter les impôts, je cite, à titre temporaire et de façon ciblée. Attention à ne pas méconnaître cette loi élémentaire de la physique fiscale. Toute taxe temporaire et ciblée a vocation à durer et s'étendre. La TVA initiale ne concernait que les grandes entreprises, la vignette automobile transitoire a duré 50 ans, la CRDS devait s'éteindre en 2024. Et ce réflexe d'augmenter les impôts pour réduire les déficits, c'est une paresse qui évite de se poser la question clé, où va l'argent? Et qui ignore que dans une France déjà championne du monde des impôts, tout nouveau prélevement peut détruire des emplois et nourrir le ras-le-bol social. Pourrait-on ne pas augmenter la fiscalité? Regardez nos voisins. Ils ont réduit les dépenses publiques, ils les ont rendues plus efficaces, débureaucratisées, libéré les collectivités territoriales, lutter contre les fraudes, réformer les retraites, adopter une règle d'or, augmenter la productivité, et certains se sont dotés de fonds souverains. À ces mesures, ajoutons une vigoureuse réduction du train de vie de l'État, par exemple la suppression de multiples organismes coûteux, des machins, peu efficaces ou en doublon, quand ils ne sont pas aussi des rentes pour les recasés de la République. Monsieur le ministre, je n'invente rien, j'ouvre les yeux et je vois, en particulier nos voisins, que recommandent les députés républicains après la crise d'épilepsie fiscale qui s'est passée dans la Commission des finances la semaine dernière. Dépensez moins, dépensez mieux, travaillez plus, simplifier, décentraliser et dire la vérité aux Français. En réalité, pour contrôler le budget, c'est très simple. Il faut apprendre à dire non. Gouverner, ce n'est pas distribuer sans fin de l'argent public, c'est faire des choix et des économies. Pour cela, Monsieur le ministre, nous serons à vos côtés, mais cela commence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à Madame Christine Arrigui pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, messieurs les ministres, mes chers collègues. Contrairement à ce que l'on a pu entendre il y a quelques mois, il n'y a pas de quoi être fier de votre politique. En 7 ans d'une politique de l'offre, non seulement mal pensée et totalement chaotique, vous avez conduit le pays droit dans le mur. Vos décisions déstructurées ont ruiné nos perspectives, créé de l'instabilité et creusé l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un échec cuisant et vous en portez l'entière responsabilité avec vos anciens partenaires de LR. Comme s'il n'y suffisait pas, à l'incompétence en matière économique et budgétaire, vous avez ajouté le mensonge. Vous avez délibérément caché la vérité sur les conséquences désastreuses de vos choix budgétaires et sur l'état réel de nos finances publiques. Pendant des années, vous avez sciemment projeté des perspectives de croissance irréalistes,
constamment au-dessus des prévisions des institutions compétentes comme la Banque de France, l'OCDE, le FMI et même le consensus des économistes. Ce n'est pas seulement de la négligence, c'est carrément de la tromperie pure et simple. Face à ce bilan désastreux, vous ne pouvez plus vous cacher derrière de faux alibis. Il est temps de rendre des comptes, d'assumer la vérité et de faire preuve de transparence sur l'état réel de nos finances publiques. C'est ce que le pays exige aujourd'hui. C'est un plan de redressement clair, juste et honnête, fondé sur des faits et non des illusions économiques. Ce cap clair et juste, nous vous en avons donné un aperçu la semaine dernière lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances en commission des finances. Nos nombreuses mesures en faveur de la justice sociale et fiscale visant à faire contribuer les plus aisés, les grandes entreprises et les milieux financiers, ceux-là même qui ont bénéficié de la solidarité nationale pendant la crise tout en engrangeant des superprofits, en sont la preuve tangible. En ciblant de nombreuses dépenses fiscales brunes pour réaliser des économies substantielles, nous offrons un plan de redressement des finances publiques à la fois réaliste et crédible. Nous avons soutenu le sauvetage de fleurons industriels français pendant la crise en leur accordant dans l'urgence des prêts garantis par l'État. Mais on peut le dire plus simplement, de prêts garantis par l'État sont des prêts garantis en dernier lieu par l'impôt payé par les contribuables que nous sommes. Pour autant, nous déplorons l'absence de conditionnalité sociale et environnementale associée à ces aides, pourtant, malgré nos multiples alertes. Nous déplorons également l'absence complète de transparence sur les aides financières indirectes dont ont bénéficié Sanofi, Schneider Electric, Air Liquide, Total, LVMH, Veolia, Carrefour, Capgemini, à travers le programme d'achat d'obligations par la Banque centrale européenne. En 7 ans, vous avez accumulé des cadeaux fiscaux non financés à hauteur de 60 milliards d'euros, dont 20 milliards de baisse d'impôts de production, contribuant ainsi à battre de nouveaux records en matière de distribution de dividendes. Vous avez également volontairement appauvri la sécurité sociale en multipliant les exonérations de cotisations confèrent les fameuses primes Macron, détruisant ainsi la protection sociale qui se portait pourtant beaucoup mieux avant son arrivée. Nous devons réorienter votre orientation des finances publiques, avec pour option la cure d'austérité que vous voulez imposer aux collectivités territoriales. Il existe une autre voie, c'est celle que nous proposons et que nous vous avons proposée en commission des finances la semaine dernière. Et c'est ainsi que nous garantirons un juste redressement de nos finances publiques, ancré dans un projet politique de justice sociale et environnementale. La proposition est sur la table, saisissez-la, messieurs les ministres. Merci beaucoup. Pour les démocrates, la parole est à Mme Sophie Metz pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Pour la deuxième fois cette année, nous nous réunissons dans le cadre du débat sur l'orientation et la programmation des finances publiques. La récente réforme des règles budgétaires européennes nécessite que nous débattions à nouveau, et c'est tant mieux au regard des événements politiques et économiques qui ont animé ces 6 derniers mois. Après avoir commenté le programme de stabilité pour la période 2024-2027 en avril dernier, nous sommes aujourd'hui invités à échanger avec le gouvernement sur notre premier plan budgétaire et structurel à moyen terme qui couvre la période 2025-2028, avant sa transmission à la Commission européenne à la fin du mois. Ce plan est décisif pour l'avenir de notre pays. Il doit fixer un cap clair et crédible pour nous permettre de retrouver rapidement le chemin du rétablissement de nos comptes publics. Depuis 2 ans, les mauvais résultats s'accumulent, ce qui a conduit à ce que, coup sur coup, la loi de programmation des finances publiques, puis le programme de stabilité, soient désormais caducs. Nous devons en tirer pleinement les leçons pour les années à venir. La stratégie que nous définissons pour nos finances publiques doit, par défaut, intégrer dans son logiciel une grande dose de prudence. L'instabilité du monde dans lequel nous vivons a des répercussions de plus en plus significatives sur la croissance de notre pays et nous devons le prendre en compte. Il était tout d'abord nécessaire de prévoir un retour plus tardif sous les 3% de déficit public. Pour atteindre cet objectif dès 2027, il aurait fallu réaliser un total de 110 milliards d'euros d'économies en 3 ans, d'après le Trésor, un effort difficilement atteignable sans entraver la croissance économique ni affaiblir les missions régaliennes de l'État.
Le lissage de l'effort sur 5 ans va permettre de rétablir les finances publiques tout en continuant à investir et réformer pour muscler notre capacité productive. Une croissance à la fois plus forte, plus verte et plus juste permettra de répondre à l'impératif de rétablissement des comptes publics tout en augmentant durablement le pouvoir d'achat des Français. Le plan budgétaire qui nous est soumis affiche une ambition dans ce sens. Tout d'abord, poursuite de la politique menée depuis 2017 pour réindustrialiser le pays en renforçant plus encore notre compétitivité, l'innovation et la recherche et développement. Ensuite, poursuite des réformes et investissements déployés en faveur du plein emploi qui ont permis à notre pays à sortir notre pays de la fatalité du chômage. Et enfin, accélération de la transition écologique et énergétique pour réduire la dette écologique. L'année 2025, à travers notamment le projet de loi de finances, constitue la première étape de cette nouvelle stratégie et c'est certainement la plus importante. Comme nous l'avons déjà exprimé à plusieurs reprises, au groupe Les Démocrates, nous souscrivons aux orientations qui sont données pour l'année qui vient. La situation de nos finances publiques nous impose de mettre en place des mesures inédites tant en dépenses qu'en recettes pour préserver nos marges de manœuvre pour affronter l'avenir, préserver la crédibilité de notre signature et préserver notre souveraineté. Attention toutefois à ce que ces mesures permettent d'aboutir effectivement à 60 milliards d'efforts supplémentaires, sans quoi le déficit continuerait de s'aggraver. Le débat parlementaire qui débutera en séance publique ce soir doit nous permettre de sécuriser cette cible. Une fois l'année 2025 passée, nous devrons continuer à bouleverser ces pratiques. Dans un pays dopé à la dépense publique et contraint par une fiscalité d'ores et déjà très lourde, nous devrons faire preuve de méthode et d'ingéniosité pour réduire durablement le poids de la dépense publique. Pour cela, nous en appelons à ce que l'évaluation des politiques publiques soit approfondie et renforcée. Un grand nombre d'angles morts subsistent et nuisent à l'amélioration de la qualité de la dépense publique, une condition pourtant essentielle pour sortir des déficits successifs. Le travail qui nous attend pour rétablir les comptes publics est inédit. Il demandera du courage politique et un engagement collectif de tous les instants. Au groupe Les Démocrates, nous y sommes prêts. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur François Jolivet. Bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, l'année 2025 est une année de tous les dangers et qui pourtant nécessite la réussite. Des crises successives ont abîmé nos finances publiques et nous devons reprendre en main notre destin. Le déficit public prévu à 5% du PIB, une dette publique à plus de 114,9%, cela devient intolérable. Nous sommes à un point de bascule, soit nous agissons avec fermeté, soit nous laissons notre économie s'enfoncer dans la spirale de l'endettement. Les débats en commission, mes chers collègues, se sont bien déroulés dans la forme. Parfois, nous avons peut-être perdu un peu notre sagesse dans les votes émis. Mais il ne faut pas se tromper. Le redressement des finances publiques est pour moi, et pour nous, et pour vous tous, et pour les Français vital. Mais il faut que nous soyons justes, car ce qui est juste s'explique et peut donc être compris. Ce qui est injuste ne s'explique pas et est donc incompris et crée des tensions. Il s'agit de restaurer notre crédibilité financière en garantissant notre unité territoriale. Trop souvent, nos territoires de France, mais nos territoires ruraux et ultramarins, ont le sentiment d'être laissés de côté. La France ne se limite pas au Grand Paris ou aux grandes métropoles. Il faut que les infrastructures de toutes et tous, les services publics de toutes et tous, soient soutenus à la hauteur des contributions. En matière de santé, les déserts médicaux deviennent insupportables et politiquement inflammables. Dans l'Indre,
Nous sommes tout en bas du classement dans ce domaine. La vérité est là, chaque euro dépensé doit être justifié. En 2025, les dépenses publiques atteindront 56,4% du PIB. C'est trop. Il faut faire des économies structurelles. Elles existent. Les travaux de la Cour des comptes nous a beaucoup tracé de pointillés. Il nous appartient, à nous, élus, d'avoir le courage de prendre les ciseaux. Ce n'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il faut simplement en avoir le courage. Le gouvernement de Michel Barnier s'est engagé à des économies de 40 milliards d'euros sur toutes les administrations publiques en 2025. C'est inédit, mais c'est aussi indispensable. Pendant trop d'années, nous avons pensé que la dépense publique, que la dette publique était la croissance de demain. Nous avons oublié que notre dette publique paye des dépenses de fonctionnement et c'est bien que les investissements qui sont la croissance de demain. Et notre dette publique est devenue toxique. Ce débat d'orientation budgétaire intègre toutes les administrations publiques. Enfin, je sais que notre ministre Laurent Saint-Martin y est très attaché et je veux lui dire qu'il n'est pas seul, que le groupe Horizon et Indépendants est derrière lui. Il y a des pans entiers de l'action publique qui doivent être réinventés. Je vais remettre très bientôt, avec mon collègue Kevin Mauvieux, un rapport sur la gestion immobilière de l'État. Il est le temps, enfin, de valoriser ces millions de mètres carrés et d'en faire un gisement d'économie. Le logement, première sécurité des Français, est sans doute aujourd'hui le sujet sur lequel nous pêchons le plus. Le système de financement du logement doit être réécrit, mais l'année 2025 doit sauver simplement la chaîne de production immobilière. Mais comme pour l'immobilier de l'État, le logement ne résiste pas au temps de l'annualité budgétaire, il ne résiste pas au temps électoral, il est un temps long et ne peut supporter des à-coups chaque année. Les acteurs ont besoin de sécurité, comme d'ailleurs toutes les entreprises de France. Quant à la question fiscale, il est temps d'agir avec justice. Depuis 2017, des réductions d'impôts ont été faites, mais il est temps que d'autres contribuent. Et peut-être sans doute que la bonne idée de faire appel à des grandes entreprises et à ceux qui sont les plus aisés d'entre nous est une bonne solution. Monsieur le ministre, je pense qu'il est temps il nous faut choisir l'impopularité pour être au service des Français. On appelle cela le sens de l'État. Cela vaut mieux qu'un tweet. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à monsieur Michel Castellani pour une durée de 5 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, que je ne vois pas, mes chers collègues, les choses étant ce qu'elles sont, la programmation des finances publiques que nous évoquons ce jour revêt une importance décisive. Il s'agit en effet à la fois de réduire l'endettement accumulé au fil des décennies, tout en maîtrisant le dérapage en cours. Cet exercice compliqué est devenu indispensable. Il convient de sortir de la dynamique cumulative dette-remboursement, donc aggravation de la dette, donc remboursement plus important, etc. Il y a là un cercle vicieux catastrophique déjà largement à l'œuvre. Sur les 7 dernières années, le volume d'endettement public supplémentaire a représenté quasiment le double de celui du PIB, 2 milliards d'endettement additionnel pour chaque milliard de richesse créée. Il y a un problème d'efficacité de la dépense publique sur lequel il serait sans doute opportun de se pencher. Nous l'avons dit, le travail d'assainissement ne sera nullement facile. Il devra se dérouler dans une conjoncture de croissance molle, laissant peu de champ aux marges de manœuvre. Il devra compenser l'hémorragie continue des échanges extérieurs qui plombent plus encore le problème, contrairement à l'Allemagne, où ils sont une source continue et puissante d'oxygène.
Il conviendra également de surmonter les effets contracycliques pervers des indispensables mesures. La hausse de la fiscalité que vous annoncez à 20 milliards aura ainsi un inévitable effet dépressif sur la demande privée, sur l'investissement, sur la croissance et, in fine, sur les rentrées fiscales futures. La baisse de la dépense publique, estimée, elle, à 40 milliards, ajoutera aussi son influence négative, sans compter l'effet cumulatif sur les rentrées fiscales. Il faudra de plus affronter une possible, pour ne pas dire probable, montée du chômage. Nous rappellerons également, pour mémoire, l'hypothèque d'une hausse des taux d'intérêt, pas annoncée pour l'instant, certes, mais toujours possible, comme nous soulignerons le contexte peu porteur de guerre économique et d'ailleurs de guerre tout court. Cette évocation est peu réjouissante, je le concède, mais elle a l'avantage du réalisme. La situation appelle donc courage et lucidité. Elle demande à toute hypothèse que l'on intervienne à la fois sur les recettes et les dépenses. Nous n'entrerons pas d'ailleurs sur le débat de l'optimum d'équilibre entre les deux vecteurs, car il n'y a pas de réponse systématique en la matière. Et d'ailleurs, les deux se chevauchent d'ailleurs le plus souvent. On sait que ce qu'il en est de l'exonération des charges sur les entreprises, mais il y a bien d'autres domaines où les réductions d'aides sont en fait des alourdissements d'impôts. Nous avons fait déjà à plusieurs reprises des propositions en matière de dépenses publiques. Il conviendrait de réduire ce qui porte la dynamique d'entraînement la plus faible, même s'il existe toujours un effet négatif à toute mesure restrictive. Nous avons par exemple depuis longtemps marqué nos réserves sur le fait que le logement serve de variable d'ajustement, alors qu'il constitue un des domaines les plus porteurs en termes d'effets multiplicateurs, sans évoquer naturellement son impact social. Inversement, nous avons souligné l'aspect discutable du recours systématique et onéreux à des cabinets de conseil, là où existent les aptitudes et la capacité de travail de la haute fonction publique. Sur les rentrées fiscales, autre versant de l'action, nous n'avons pas de rancœur sociale ni d'esprit punitif. La richesse nous semble souhaitable, juste, quand elle procède du talent, du travail, de l'épargne, de la bonne gestion des affaires entrepreneuriales ou privées. Mais face à l'effort commun aujourd'hui indispensable, nous considérons qu'il convient de répartir la charge le plus justement possible, entre l'État et les collectivités d'abord. L'effort de 5 milliards demandé à ces dernières, ajouté aux autres contraintes déjà exercées, nous semble un fardeau bien lourd. Les régions, pour ne parler que d'elles, assurent 12% de l'investissement public et représentent 1% de la dette. Je voudrais rappeler en incidente mon souhait de voir adopter mon amendement concernant l'enveloppe de continuité territoriale de la Corse. Ce soutien, dont le montant est gelé depuis 2009, est indispensable pour le quotidien des habitants, la compétitivité des entreprises et l'équilibre budgétaire de la collectivité de Corse. Justice aussi sur la charge de l'impôt. Je viserai une fois de plus l'accumulation disproportionnée liée à la spéculation, l'économie financière, le rachat d'actions, la distribution de dividendes, le recours au montage complexe et aux paradis fiscaux, toutes choses qui rapportent gros, certes, à certains, mais souvent sans retour de création de richesse ou de bien-être collectif. Des marges de manœuvre existent donc en ce domaine qui doivent être actionnées avec discernement et décision, tant au plan français qu'aux échelles européennes et mondiales. La route est difficile, je vais conclure. La route est difficile, nous l'avons dit, mais c'est à ce prix que s'ouvrent les portes d'un avenir financièrement soutenable. Le groupe Lyotte sera attentif, mais aura en ce domaine, comme en d'autres, un esprit pragmatique, constructif et de responsabilité. Merci. Merci, monsieur le député. Pour la gauche démocrate et républicaine, la parole est à monsieur Emmanuel Morel pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général. Nous discutons en ce moment d'un document qui est arrivé très en retard comme d'habitude, qui doit être transmis à la Commission européenne. Et c'est peut-être le moment de dire que nos perspectives économiques ne peuvent pas se résumer à l'horizon indépassable du pacte de stabilité européen. Alors c'est un pacte qui a certes été révisé, ça a été rappelé en avril dernier, mais son idéologie d'inspiration allemande, c'est un peu toujours la même, c'est-à-dire toujours plus de réformes structurelles et d'austérité budgétaire. Alors pendant la crise sanitaire, on avait pu espérer une prise de conscience. Il y avait d'ailleurs eu un plan de relance qui était bienvenu. Pour la France, c'était un point d'appui, mais hélas, depuis, nous assistons à un navrant retour au business as usual dont
vos deux discours, messieurs les ministres, donnent quand même une illustration un peu éclatante. C'est-à-dire qu'il y a une kyrielle de formules lénifiantes, convenues. J'ai vu que M. Saint-Martin s'essayait même aux raffarinades. Hein. Le chemin du redressement est étroit, la pente est raide, la route est droite. Mais enfin, c'est des formules convenues. Oui, c'est ça, des bonnes références. Je ne sais pas si Raffarin est une bonne référence pour la France. En tout cas, je ne suis pas sûr que les Français en aient eu... Bref, je finis. Mais ces formules convenues, vous donnez l'impression de ne pas y croire vous-même. D'ailleurs, si j'en juge à l'enthousiasme soulevé sur les bancs de ceux qui sont censés vous soutenir, vous avez vu, il n'y a plus que M. Darmanin qui reste pour vous soutenir. Alors c'est un soutien de poids, c'est vrai, mais enfin quand même, ça donne un peu l'image de cette minorité en cohabitation perpétuelle avec elle-même, dont le bilan est quand même pas glorieux. Parce que quand M. le ministre du Budget dit « nous allons vers une gestion vertueuse des finances publiques », excusez-moi, mais regardez ce que vous venez de faire. Hein, on parle de 6% de déficit du PIB, 110% de dette publique, mais qui était là? C'était vous. Et donc, on discute. D'ailleurs, c'est toujours pareil avec monsieur le ministre de l'économie, c'est pareil, il nous fait toute une dissertation sur notre politique est formidable. On a tout bien fait, mais la situation est catastrophique. À un moment, il y a un lien entre les deux. Vous ne le faites pas, mais je crois que les Français le font. Alors, quel est le principal problème? Ça a été soulevé par d'autres collègues avant moi, notamment le collègue Juvin. Même si je ne partage pas toutes ces analyses, il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est que le principal problème du moment, c'est le décrochage de l'Europe par rapport à la Chine et les États-Unis. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire, puisque même M. Draghi, l'ancien président de la BCE, qui n'est pas un marxiste-léniniste, fait le même constat. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut investir massivement dans les secteurs clés, c'est-à-dire la transition écologique, les technologies de rupture, la transition digitale, la transition numérique. On a besoin d'un vrai réarmement industriel. Et d'ailleurs, c'est le moment de tordre le cou, encore une fois, à une mythologie macroniste. Vous dites, monsieur le ministre, on a réindustrialisé la France, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, et d'ailleurs, cette année, il y a plus de fermetures d'usines que d'ouvertures, et c'est ça le problème auquel on est confronté. Et la France, elle dispose pourtant d'atouts considérables. Elle a des territoires avec des savoir-faire, des travailleurs qui ont des compétences, mais on n'investit pas. On préfère en rester à une logique comptable, et de ce point de vue-là, le plan Barnier ne va pas faire grand-chose de plus. Pourquoi? Parce que le plan Barnier, c'est l'autre nom du pacte de stabilité budgétaire qui consiste non pas à faire, je cite, mieux avec moins, non, il s'agit juste de faire moins avec moins. Et d'ailleurs, hormis la défense et la sécurité, nos politiques publiques, et particulièrement les investissements d'avenir pour la transition écologique, vont être amputés, les politiques sociales vont être rabotées, et ceux qui investissent, en particulier les collectivités locales, vont être largement réprimés, alors que ça, c'est de la bonne dette qu'on devrait soutenir, que tous les élus sur ces bancs devraient soutenir, et que le gouvernement s'apprête à sacrifier encore une fois. Et donc, nous refaisons les erreurs qui vont aboutir à un décrochage supplémentaire et aussi un déficit supplémentaire. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand on lit ce que dit l'OFCE, ou même le Haut Conseil des finances publiques. Ce n'est pas des gauchistes, ils n'adhèrent pas au programme de l'NFP, mais ils sont les premiers à dire « vos prévisions sont trop optimistes parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une politique qui va créer de la récession. » Et donc vous dites une croissance à 1,1%, et d'ores et déjà, l'OFCE dit que ça sera 0,8 au mieux. Donc ne persévérez pas dans l'erreur, et je vous le dis, une autre politique économique est possible. Oui, une autre politique économique est possible. Faire contribuer les multinationales et les grandes fortunes à la solidarité nationale, s'attaquer aux inégalités et aux rentiers, et surtout investir, ça c'est une autre voie pour la France que nous soutiendrons pendant tout le débat budgétaire. Merci beaucoup. Pour le groupe UDR, la parole est à monsieur Géraud Verny pour une durée de 5 minutes. Monsieur Morel, si l'OFCE nous explique que la croissance sera que de 0,8, c'est à cause de l'augmentation de la fiscalité et non pas de la baisse des dépenses. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, les réformes menées ces dernières années pour répondre aux défis structurels de la France portent leurs fruits.
Ce n'est pas de moi, mais c'est la première phrase du plan budgétaire et structurel à moyen terme qui m'a été envoyée par le gouvernement par mail hier soir. À défaut d'étudier le texte reçu trop tard, prenons le temps d'étudier la réalité de ce qui se cache derrière cette phrase orwellienne. Pardonnez-moi, mes chers collègues de la Commission des finances, car je vais être redondant, mais le gouvernement l'est tout autant. Sur les 7 dernières années, la dette publique a explosé de 950 milliards d'euros, alors que le PIB n'a cru que de 530 milliards. Le plan budgétaire se félicite de la création d'emplois, mais en rapportant chaque emploi créé à cette nouvelle dette générée, c'est 430 000 euros qui ont été dépensés par nouvelle embauche. Ce plan, au passé, nous explique que nous avons une croissance plus forte que nos voisins. Mais quand il faut créer 2 euros de dette pour générer 1 euro de PIB supplémentaire, je ne suis pas convaincu que le résultat soit à la hauteur des espérances. Voilà pour la partie bilan. Étudions ensemble, si vous le voulez bien, le futur. Tout d'abord, pour 2025, il y a 2 erreurs de projection. Le gouvernement table sur 1,1% de croissance, mais selon l'OFCE, qui est, je le rappelle, un organisme public financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, au sein de Sciences Po, dont on ne peut plus suspecter une ligne de droite libérale, explique que la hausse des impôts du projet de loi de finances 2025, version spoliatrice du nouveau Front populaire qui n'a de populaire que le nom, fera ralentir la croissance prévue en 2025 à 0,8%. Deuxièmement, ce plan table sur une inflation à 1,8% dès l'année prochaine. Mais nous savons que l'inflation sera plus faible. Or, Mesdames, Messieurs les députés, on va peut-être laisser l'orateur parler. Si vous avez envie d'avoir une conversation, merci. Je vous propose de sortir de l'hémicycle. Il y a la buvette qui est ouverte. Merci, Madame la Présidente. Or, une baisse cumulée des projections d'inflation et de croissance générera potentiellement un manque de 30 milliards d'euros dans le budget 2025, faisant passer le déficit prévisionnel de 5 à 5,7%. C'est dit, cela nous évitera de devoir relancer une nouvelle commission d'enquête sur les dérapages budgétaires dans un an. Plutôt que de rester dans le marasme inextricable de cette situation, je vous propose de prendre un bol d'air pur dans les montagnes suisses pour voir comment se passe la vie économique chez nos voisins le plus vertueux sur le plan budgétaire. Je vous propose quelques chiffres. Le taux de pauvreté en Suisse est de 3,8% quand il est de 14,4% en France. Le taux de chômage en Suisse est de 4,1% quand il est de 7,3% en France. Le taux d'emploi industriel en Suisse est de 20,2% quand il est de 13,3% en France. La part de l'industrie dans le PIB suisse est de 20% quand elle est de 9% en France. Et pourtant, le salaire moyen annuel en Suisse est de 82 000 euros bruts quand il est de 36 000 euros bruts en France. À écouter la gauche, nous pourrions imaginer que la Suisse doit être un paradis collectiviste pour avoir d'aussi bonnes statistiques. Raté. La dépense publique suisse est de 38% du PIB quand elle est de 58% en France. Résultat, la dette publique de la Suisse n'est que de 39% du PIB quand elle représente 113% du PIB en France. Je vous le dis avec gravité, chers collègues, si nous ne réduisons pas massivement la dépense publique, et nous ne nous obligeons pas à voter un budget qui ne crée pas 1 euro de dette supplémentaire, dans un an, la situation sera encore plus compliquée à gérer. Dès 2025, nous allons dépenser 55 milliards d'euros en remboursement des intérêts de la dette. Cela correspond à, grosso modo, 1 million de postes de professeurs, 900 000 policiers ou gendarmes, 600 000 magistrats, 27 000 bureaux de poste dans nos campagnes, etc., etc. En conclusion, chers collègues, je vous dirais que nous avons le pouvoir de faire les bons choix. Mais si nous continuons à mal utiliser la liberté que nos pères ont si chèrement défendue, nous aurons demain le FMI à Paris pour mettre en place un plan d'austérité. Je n'ai qu'un souhait, que nous fassions nôtre ce vers de Baudelaire. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le Rassemblement national, la parole est à monsieur Jean-Philippe Tanguy pour une durée de 5 minutes.
Merci. Madame la Présidente, Messieurs le Ministre, chers collègues, j'aimerais tant pouvoir me contenter de dire qu'avec la Macronie, les mauvais budgets se suivent et se ressemblent. Mais non, les budgets se suivent, oui, mais hélas, ils empirent. Bruno Le Maire a quitté la scène, mais la tragédie budgétaire que vous continuez à jouer entre dans son acte final, au terme de 50 ans de déficit. Choisirez-vous, Messieurs le Ministre, de redresser nos comptes publics en rompant avec la politique macroniste, ou alors continuerez-vous cette farce morbide d'un système politique à bout de souffle, qui préfère emporter notre pays vers l'abîme plutôt que de se remettre en cause? Si j'en crois votre triste projet, vous avez choisi l'abîme. Votre trajectoire budgétaire n'est qu'un horizon de mirage pour tromper les Français et les marchés financiers. Ce plan est en vérité très inquiétant. Il révèle que vous n'avez pas le début d'une nouvelle idée pour relancer la croissance, faire des économies structurelles et rétablir nos comptes publics. Vous poursuivez les mensonges croisés de la droite et de la gauche depuis qu'existent les débats d'orientation budgétaire. En 30 ans, pas un seul plan n'a été respecté. Ce sont toujours les mêmes courbes illusoires, les centaines de pages de baratins bureaucratiques et de novlangues de cabinets de conseil que seuls peuvent gober les commissaires européens. Les chiffres des gouvernements Macron sont tous devenus caducs, parfois ridiculisés en moins de 3 mois. Cette dernière année, votre propre gestion financière a déraillé d'1 milliard d'euros par semaine. Vous remettrez-vous en cause? Jamais. La raison essentielle est l'hallucination collective qui continue à vous animer. À force de mentir aux Français, il semble que vous finissiez par croire à votre propre propagande. Vous vivez dans une économie Potemkin dans laquelle vous auriez relancé l'industrie, assuré le plein emploi, baissé les impôts. Si seulement vous disiez vrai. Alors, si vous disiez vrai, les recettes fiscales seraient abondantes, les comptes de la sécurité sociale seraient prospères, les Français ne vivraient pas la pire crise du pouvoir d'achat depuis 50 ans, les ménages n'épargneraient pas par peur de l'avenir. Les perspectives présentées dans le plan sont faux, tout simplement fausses. Premièrement, car aucune réforme d'ampleur n'est prévue. Sur 200 longues pages de logorée, il n'y a qu'un très court passage de réformes. Toutes ces réformes sont en réalité déjà faites par vos prédécesseurs. Vous refusez de mener de vraies réformes telles que vous propose le Rassemblement national. La fin du millefeuille territorial, des normes étouffantes, des myriades d'agences et d'organismes indépendantes qui mériteraient d'être supprimées. Deuxièmement, vous sacrifiez systématiquement notre productivité et les dépenses d'avenir. Vous prétendez investir dans la recherche et l'éducation, alors que vous coupez dès cette année dans tous ces investissements. Vous prétendez relancer l'industrie, alors que vous ne faites qu'alourdir le prix de l'énergie par votre soumission folle au plan de décroissance de la Commission européenne et au suicide économique collectif organisé par l'Allemagne. Un seul exemple démontre toute votre hypocrisie. Dans ce document, il est indiqué que les impôts de production n'ont jamais baissé, mais ils ont été en fait alourdis de 13 milliards d'euros par an en 3 ans. Troisièmement, vous cachez sciemment toutes les grenades budgétaires qui finiront par nous exploser au visage. Que prévoyez-vous pour payer l'explosion des intérêts de la dette avec 70 milliards d'euros par an? Rien. Que prévoyez-vous pour payer la facture de l'Union européenne qui augmentera de 9 milliards d'euros avant 2027 et encore de 3 à 5 milliards d'euros par an à partir de 2028? Rien. Que prévoyez-vous pour éponger la charge de 50 à 120 milliards d'euros qu'il reste à financer de votre soutien délirant aux énergies éoliennes et solaires? Rien, toujours rien. Vos seules mesures sont la privation des droits sociaux des Français, toujours piller l'assurance chômage, toujours dégrader l'accès aux soins, toujours spolier les pensions des retraites et toujours voler l'épargne. Des efforts pour tous les Français, mais jamais pour vous et surtout jamais pour les oligarques qui sont les derniers à vous flatter. Vous aurez beau gagner du temps, ce temps que la France n'a plus, en portant vos plans mensongers de 4 à 7 ans. Le résultat sera toujours le même, l'échec, la faillite et la facture présentée aux classes moyennes et populaires. Messieurs les ministres, de grâce, vous êtes trop jeunes pour suivre l'ombre infernale qui hante l'Élysée. Dénoncez enfin le macronisme pour embrasser la France. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole est à monsieur Charles Zitzenstuhl pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente,
Messieurs les ministres, mes chers collègues députés, chers Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, le gouvernement que vous représentez pourra compter sur le soutien du groupe Ensemble pour la République dans les débats budgétaires. Votre volonté de réduire les déficits se place dans la continuité de la fin du quoi qu'il en coûte, des annulations et des gels de crédits réalisés par Gabriel Attal et Bruno Le Maire début 2024. Nous nous en félicitons. Mais mesdames et messieurs, force est de constater et de déplorer que le débat budgétaire actuel tourne principalement autour de la question fiscale. Bien sûr, il n'y a pas de justice sociale sans justice fiscale, mais la justice fiscale, ce n'est pas l'inquisition fiscale. Hélas, depuis un mois, il ne se passe plus une seconde en France sans entendre parler de création de taxes ou d'explosion des impôts. Ce climat de défiance contre l'entrepreneuriat est consternant et surtout très inquiétant. Car il faut le rappeler, les entreprises ne sont pas des vaches à lait et les patrons ne sont pas des pigeons. Les débats de la semaine dernière en commission des finances sont à ce titre édifiants. Plus de 60 milliards d'euros d'impôts supplémentaires votés de manière irresponsable, soit par la gauche, soit par l'extrême droite. Heureusement, la mobilisation des députés du bloc présidentiel a empêché l'adoption de ce texte, mais il faut rester en alerte. En effet, aujourd'hui commence la semaine de tous les dangers fiscaux. Aujourd'hui commence la semaine de tous les dangers fiscaux parce que nous risquons une nouvelle fois de voir se reproduire ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire de voir s'abattre un déluge de taxes, d'impôts, de hausses de taux et de contributions exceptionnelles subitement devenues définitives. Que chacun prenne garde et se méfie. Le ras-le-bol fiscal, jadis dénoncé en plus par un ministre socialiste, ce ras-le-bol fiscal reste un sentiment très puissant dans le pays, notamment chez les entrepreneurs, qui sont injustement pointés du doigt par les fantasmes collectivistes de la gauche et par l'habituelle stratégie du bouc émissaire de l'extrême droite dans leurs accusations récurrentes des grandes entreprises et des grands patrons que nous avons encore entendus à l'instant dans la bouche de M. Tanguy. Depuis 7 ans, avec le président Emmanuel Macron, notre politique a toujours soutenu les entreprises. Ce sont elles qui créent la richesse qui permet ensuite la solidarité nationale. La grande réforme fiscale de 2017, mise en œuvre par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, a été un succès. La baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%, le début de la baisse des impôts de production, la suppression de l'ISF, le prélèvement forfaitaire unique à 30% ont donné des résultats économiques qu'aucun gouvernement des 30 dernières années, de gauche ou de droite, n'avait obtenus. Ces mêmes gouvernements avaient d'ailleurs reculé. Monsieur le député, s'il vous plaît, on arrive à la fin de la discussion générale. On va finir dans le calme. Je vous laisse la parole. Monsieur le député, la parole est à monsieur le député et à lui seul, s'il vous plaît. Allez. Merci, Madame la Présidente. Ces mêmes gouvernements des 30 dernières années avaient d'ailleurs tous reculé devant les difficiles réformes du marché du travail et des retraites que nous avons courageusement menées à bien. Et messieurs les ministres, vous le savez, Gabriel Attal, notre président de groupe, l'a rappelé, la poursuite de la réforme du marché du travail reste une priorité pour notre groupe et pourra utilement alimenter votre plan de réforme. Oui, les résultats de la politique de l'offre sont là. La France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 2017, sortie du chômage de masse, augmentation du taux d'emploi et du taux d'activité, croissance cumulée supérieure à celle de l'Allemagne, de l'Italie ou du Royaume-Uni, relance de l'industrie, transition énergétique des outils de production, baisse des gaz à effet de serre. Ces acquis doivent être impérativement protégés. Alors écoutons le monde économique. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise doutent. Nombre d'industriels, d'artisans, de commerçants, d'investisseurs, de banquiers, de start-upers s'inquiètent de la furie fiscale qui s'est emparée de la classe politique française. Je le dis et je le redis à la gauche et à l'extrême droite de cet hémicycle, votre folie fiscale est irresponsable. L'alerte du président de France Industrie, Alexandre Sobo, dans Le Monde de cet après-midi, devrait être prise au sérieux. Je le cite, « Ne croyez pas que parce que vous ne touchez qu'aux gros, cela ne touchera pas les petits, car dans les filières industrielles, les commandes des grands groupes vont baisser vers leurs sous-traitants plus petits. » Mesdames et messieurs, la mise en garde est claire. L'économie française ne sortira pas indemne d'un choc fiscal trop violent. À chacun, désormais, de prendre ses responsabilités. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. La discussion générale est close, donc je vais laisser messieurs les ministres répondre. C'est vous qui commencez, monsieur Armand? Ouais, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Brièvement, redire après l'interpellation du président Coquerel que les inégalités en France et après redistribution restent stables depuis 2002 et qu'on peut regretter qu'elles ne baissent pas davantage, mais dire qu'elles ont augmenté ne correspond pas à la réalité. Dire au rapporteur général que sa contribution, que je ne permettrai pas de qualifier de modeste, inspirera aussi les travaux que nous menons sur les réformes structurelles. Et je voudrais en particulier souligner 2 points que vous avez mentionnés, de levier de croissance. Le premier, c'est la question du logement, et le deuxième, c'est la question de l'adaptation du zéro artificialisation nette, qui est un objectif écologique macro important, mais qui doit être adapté au vu de la pression que subissent certains territoires qui essayent de se développer, et notamment industriellement. Je voudrais également dire à la députée Mercier, qui a beaucoup employé le terme d'austérité, qu'un budget dont les dépenses publiques augmentent de 0,4 points en volume ne peut pas être qualifié de budget d'austérité. Que dans un pays où la dépense publique augmente quasi continuellement depuis 50 ans, dans le pays de la zone euro où la dépense publique est la plus importante en part du PIB et dans un pays qui ne réduit pas nettement la dépense publique, on peut le regretter, certains l'ont fait sur ces bancs et nous serons aux côtés de celles et ceux qui proposent de réduire la dépense publique. Ça n'a pas de sens de parler d'austérité et donc de parler de récession. Dire de ce point de vue-là au député Juvin que je partage pleinement sa préoccupation, cette forme d'addiction à la dépense publique et que chacune des propositions qui pourra être faites pour réduire la dépense publique sera non seulement instruite mais retenue à chaque fois que c'est possible. Dire néanmoins que je crains que la suppression des doublons administratifs que nous souhaitons, que nous soutiendrons, les propositions que vous ferez, que nous soutiendrons toutes en la matière, tant la complexité étouffe à la fois les administrations elles-mêmes, mais la vie des particuliers et des entreprises, ne suffiront sans doute pas à faire des économies de l'ordre de l'effort fiscal qui est demandé cette année, qui doit être exceptionnel, qui doit être temporaire, qui doit être ciblé, mais que nous gardons en tête pour que dès l'année prochaine et dès les prochaines années, on puisse s'attaquer à là où le bas blesse, c'est-à-dire à une dépense publique qui structurellement ne cesse d'augmenter et qui est aujourd'hui un problème financier. Peut-être aussi demander à Madame Arguy un éclaircissement sur les prêts garantis par l'État. Vous disiez, si j'ai bien compris, que vous vous plaignez qu'on ait accordé autant de prêts garantis par l'État de manière inconditionnelle au moment du Covid. Mais éclairez-nous, qu'est-ce qu'il fallait faire au moment du Covid ? Aux artisans qui baissaient leurs rideaux, aux entrepreneurs qui se demandaient s'il fallait licencier sèchement leurs salariés, aux artisans, aux TPE, PME qui se demandaient si elles pourraient ouvrir le lendemain. Il fallait dire « nous allons instruire votre dossier pendant 3 ou 6 mois ou 9 mois et puis ensuite nous verrons ». Vous étiez bien d'accord pour le quoi qu'il en coûte, pour soutenir les emplois, pour le chômage partiel. Donc vous ne pouvez pas hier soutenir avec force les mesures de préservation de notre tissu social et aujourd'hui vous plaindre des conséquences légitimes et budgétaires qui existent. Et je me souviens Madame Arguy, d'un soir où nous étions tous les deux, pas tout seuls dans cet hémicycle, il y avait d'ailleurs tout l'hémicycle. Et où, en quelques heures, avec le soutien d'une partie de ces bancs d'ailleurs, vous avez voté plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques. Alors j'entends que vous appelez au redressement de nos comptes, mais quand je me souviens des dizaines, non pas des milliards, mais des dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques que vous avez voté sans sourciller, sans hésiter, je m'interroge sur la cohérence de l'ensemble. Madame la députée Metz, je partage votre interrogation et la prudence que nous devons avoir sur les prévisions de recettes et de dépenses publiques. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que les différences qu'il y a eu entre les prévisions qui ont été rappelées sur d'autres bancs et les résultats que nous avons obtenus sont préoccupantes. Et nous les examinons, nous avons lancé un plan pour mieux comprendre exactement ce qui se passe, ce qui nourrit les différences de prévisions que nous avons l'année prochaine et qui ont, elles, été remarquées par le Haut Conseil des finances publiques qui juge le lien crédible entre l'évolution spontanée des recettes et notre scénario de croissance. Monsieur le député Morel, je suis d'accord avec vous. Une autre politique économique est possible.
une politique économique où il y a 14 tranches d'impôt sur le revenu et où il y a un impôt quasi confiscatoire pour celles et ceux qui travaillent et qui ont eu des revenus du travail. Un autre monde où on rend la CSG progressive et où l'ensemble des salariés voient leur impôt sur le revenu directement, cotisation sociale augmenter de plusieurs points et donc des euros directement de salaire en moins. Un monde où on supprime la flat tax et où les Français et les petits épargnants voient directement les revenus qu'ils ont investis dans les entreprises françaises diminuer. Un monde où quand on a investi dans son assurance vie, où on a travaillé toute sa vie pour acheter une maison ou un petit appartement, eh bien le nouveau Front populaire, dans sa grande générosité, taxe tout à la fin et garde, j'imagine, tout. Cette autre politique économique est possible, Monsieur Morel. Ce n'est pas celle que nous souhaitons. Elle ne résoudra pas la question des finances publiques, mais elle ruinera bien l'ensemble des épargnants et des travailleurs français. Monsieur le député Tanguy, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt et en manquant d'être emporté par la fougue de votre intervention, j'ai failli louper le début de celle-ci, où vous parliez de baisse d'impôts. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'ils ont été baissés de 60 milliards d'euros, qu'il y a des impôts, des taxes comme les taxes d'habitation qui ont simplement supprimé. Ça, c'est pas vrai ou faux, c'est juste vrai. Donc vous pouvez répéter à longueur de journée que les impôts n'ont pas baissé. Avant, les Français qui avaient une résidence principale payaient une taxe d'habitation. Et maintenant, ils n'en payent plus. Il ne s'agit pas de jargon bureaucratique, il s'agit de la réalité de ce que chaque concitoyen peut constater. Avant, il y avait une redevance sur l'audiovisuel public. Avant, les Français la payaient. Maintenant, ils ne la payent plus. Et ils ne la payent plus. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Et puis, je me suis rendu compte, en m'arrêtant sur votre propos, que vous parliez de baisse d'impôts. Mais détrompez-moi, il y a quelques jours, il y a quelques heures seulement, vous vous êtes associé à d'autres sur ce banc, peut-être de l'autre côté de l'hémicycle, pour adopter des hausses d'impôts non pas mesurées, mais démesurées. Alors, je ne sais pas exactement à quels oligarques vous faisiez référence. Je ne sais pas exactement ce que recouvre pour vous le terme d'oligarque. Moi, je n'en connais pas, vous en connaissez peut-être. Mais en tout état de cause, visiblement, les hausses d'impôts, c'est vous qui les portez. En tout cas, c'est votre groupe en commission des finances. Monsieur le député Zitzenstuhl, je voudrais dire que je partage avec vous l'étonnement de certains qui se battent pour l'emploi, visiblement, apparemment sur tous ces bancs, et qui n'arrivent pas à se réjouir de la baisse du taux de chômage. La baisse du taux de chômage, certes, c'est une réussite du précédent quinquennat, mais ce n'est pas une satisfaction partisane. Et même vous, monsieur Delogu, vous pourriez vous en satisfaire de voir que partout en France, le taux de chômage baisse. Parce que ce n'est pas nous que ça réjouit, c'est l'ensemble des froissants de pouvoir, c'est l'ensemble des Français qui peuvent se réjouir de travailler, d'avoir un travail qui donne du sens, qui leur permet de s'épanouir et de s'émanciper. Et donc, c'est cela le projet. Oui, vous avez raison, il y a une situation paradoxale qui est que nos finances publiques ne sont pas en bon état et que notre économie tient encore. Et donc, voilà ce que nous devons faire, redresser nos comptes publics, mais soutenir la croissance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Saint-Martin. Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Je serai très bref, d'abord parce que le ministre de l'Économie a répondu à beaucoup de vos interpellations et préoccupations, et puis parce que sur cet objet, nous sommes en train de discuter de trajectoire, d'avenir, mais il nous faut quand même systématiquement regarder en arrière. Et nous l'avons régulièrement dit avec le ministre de l'Économie, nous le redirons évidemment dans les différents textes financiers, on ne peut pas expliquer l'écriture de cette trajectoire des retours à 3% en 2029 si on ne comprend pas l'origine de la dégradation du déficit public français. Et pardon, c'est pas de l'autosatisfaction. La question est de savoir quels choix politiques ont été faits qui ont creusé les déficits, notamment par la hausse de la dépense publique, et est-ce que la représentation nationale et le Parlement en général étaient d'accord et y avait-il un compromis pour le faire? La réponse est oui. La réponse est oui. Non, je ne parle pas de 49.3, monsieur le député. Je parle de la crise Covid d'abord. Je parle des projets de loi de finances rectificatifs qui se sont passés dans cet hémicycle que tous les groupes sans exception, ont voté avec unanimité. Il n'y avait pas tout à fait l'unanimité sur les modalités pour y parvenir, j'en conviens. Mais protéger nos concitoyens par des boucliers, protéger les entreprises, notamment par le PGE, Madame Arrigui, par l'activité partielle, protéger les collectivités territoriales, on y reviendra dans le PLF, grâce notamment aux différentes filets sécurité fiscale, vous vous en souvenez, on était tous d'accord pour le faire. Et bien cette hausse massive de dépenses publiques, on ne peut pas être collectivement pour, mais être qu'un certain nombre à regretter son déficit. C'est juste pas cohérent. Et ce déficit, pardon, mais il appartient à la nation parce que la nation a voulu protéger son pays.
Et on ne peut pas écrire des trajectoires cohérentes si on n'est pas d'accord sur les termes du débat et sur l'origine des déficits. Qu'ensuite, les solutions pour redresser nos finances publiques soient différentes, bien sûr. Et ça, ce sera l'objet du PLF dès ce soir. Mais on ne peut pas avoir un débat constructif si on n'est pas d'accord sur l'origine du déficit. L'origine de ce déficit, ce n'est pas un trou comme ça qu'on a découvert devant nous. Ce n'est pas vrai. C'est une dépense de protection de l'État, de protection sociale, de protection de nos collectivités. C'est essentiel pour les termes du débat de systématiquement le rappeler. Et puis si nous sommes, que tout le monde a souhaité ici, ce sont des centaines de milliards d'euros de protection de nos concitoyens. Satisfaisons-nous ensemble d'avoir maintenu et réduit le taux de chômage dans notre pays pendant la crise, quand les autres pays l'augmentaient. Nous devons nous satisfaire collectivement d'avoir vu les factures de nos concitoyens en termes d'énergie être maintenues et contenues pendant que celles de nos autres pays explosaient. Tout ça, c'est vous qui l'avez voulu et vous avez bien fait. Seulement aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu de réduction de la dépense publique en face à assumer. Et que les réponses et que les solutions soient différentes est une chose, mais nous ne pouvons pas être un certain nombre ici à nier l'origine de ce déficit qui est un déficit collectif. Sur le sujet de la trajectoire pluriannuelle et pourquoi est-ce qu'il est essentiel de réduire nos déficits publics et donc à terme notre endettement. Je l'ai dit à la tribune, le fait de viser le retour sous les 3% n'est pas un sujet totémique des années 80 sur lequel il faut absolument s'accrocher. C'est pas ça l'origine des 3%, c'est notre seuil de début de stabilisation et de réduction de notre dette. C'est extrêmement important. Juste quelques ordres de grandeur, qu'on soit bien conscient des enjeux. Un choc d'1 point sur notre dette, 1% sur notre dette, c'est 3,5 milliards d'euros de charges de la dette supplémentaire dès l'an prochain. C'est à peu près une vingtaine de milliards d'euros supplémentaires à 5 ans et c'est une trentaine de milliards d'euros à horizon 9 ans. Les ordres de grandeur, vous les connaissez par cœur. On va voter dans les prochains jours et dans les prochaines semaines des amendements pour savoir si on augmente de quelques centaines de millions d'euros, de quelques milliards d'euros, telle ou telle mission de service public. Là, je vous parle de 30 milliards d'euros en plus qui ne peuvent pas aller au service de nos politiques publiques et de nos services publics si on se prenait 1 point d'augmentation sur notre dette. Et comment est-ce qu'on peut prendre 1 point d'augmentation sur le pricing de notre dette? Eh bien, tout simplement en n'apportant pas des réponses concrètes, soutenables pour la réduction de nos déficits. Ce qui se passe là, cet enjeu que l'on a cet automne, c'est éviter d'avoir une charge de la dette qui explose et qui viendrait gréver toute notre capacité de financement de nos priorités collectives, toute capacité pour protéger notre pays demain si on venait à voir de nouvelles crises advenir. C'est ça dont il s'agit. C'est ça dont il s'agit. Et ce que veulent ceux qui regardent aujourd'hui notre dette souveraine, ceux qui la notent et ceux qui la refinancent, c'est des réponses d'abord à court terme de réduction du déficit par de la baisse de dépenses publiques en priorité, mais aussi, c'est pas tabou, par l'action de quelques leviers fiscaux, mais surtout, et là je vais donner raison à un certain nombre d'entre vous, par de la réforme de structure, aujourd'hui incomplète. Il faut absolument que nous ayons un agenda de réforme ambitieux dès les prochains mois pour compléter précisément ce budget qui est d'abord un budget de réduction de la dépense publique tout de suite après des années d'augmentation importante et nécessaire de dépenses publiques. Il y a une temporalité qu'il nous faut respecter. Nous devons d'abord redresser vite et fort nos comptes pour pouvoir franchir cette première marche, 5% de déficit public en 2025. Mais ce ne sera pas suffisant. Il va nous falloir un agenda de réforme de structure. Ce que l'on entend régulièrement vis-à-vis de ceux qui refinancent notre dette, c'est pourquoi notre dépense sociale est plus importante de 5 points par rapport à nos voisins de l'Union européenne. C'est pourquoi notre taux sur PIB permettant le financement de nos pensions de retraite est de 15% quand les autres sont plus bas. Ces réponses-là, il va falloir les donner. Et il va falloir aussi de la réforme de structure permettant d'équilibrer notre modèle de protection sociale. Sinon, nous n'aurons pas la crédibilité permettant justement de la refinancer à bonnes conditions. Et cet enjeu-là, il est devant nous et il est collectif devant nous. Ce n'est pas une question de savoir si un autre monde est possible. Le monde dans lequel nous vivons refinance la dette de la France, Monsieur Morel, que vous le vouliez ou non. Le monde dans lequel nous vivons refinance la dette de la France avec des conditions. Ces conditions-là, si on ne sait pas y répondre, vous pouvez avoir d'autres solutions. Mais si vous prenez 1 à 2 points de taux d'intérêt sur notre dette demain, c'est 30 à 60 milliards de plus qu'il va falloir combler dans les caisses de l'État. Et ça, je pense que collectivement, nous serons d'accord pour dire que ce n'est pas souhaitable. Mais pour tout le reste et pour tous les débats sur dès la prochaine année, nous l'aurons à partir de ce soir.
Le débat d'orientation et de programmation des finances publiques est clos. Prochaine séance ce soir à 21h30, projet de loi de finances pour 2025, la première partie. La séance est levée.